Bonjour à tous fans de basket européen. Aujourd'hui, on se lance dans un exercice périlleux mais non moins intéressant qui est nos meilleurs et pires souvenirs de basket. Européens ou pas, ça dépendra de nos intervenants et des intervenants on en a aujourd'hui. On en a de nombreux et de qualité. Alors on va commencer par saluer Adrien et Romain, fidèles de l'émission. Salut les gars, ça va bien? Salut Corentin, salut à tous les fans de basket. Salut Corentin, salut à tous. On accueille également Franck. Ça va bien Franck? Salut, ça va? Tout le monde va bien aussi? Pleine forme? Ouais, au top, très content de se retrouver. Et on a également un invité de marque qui est Yann Casville aujourd'hui. Salut Yann, ça va bien? Salut Corentin, salut à tous. Alors, on est enchanté et honoré de t'avoir avec nous. Alors, tu bosses pour Basket Le Mag. Alors, ici, tous les quatre, on lit souvent tes articles. Est-ce que pourrais nous présenter un peu ton travail et essayer de transmettre un peu cette passion aux auditeurs? Parce que nous, on est fans de ton boulot. C'est gentil, c'est très sympa. Le magazine Basket Le Mag, donc c'est un mensuel. On l'a lancé en 2016, ça fait 4 ans maintenant, avec une idée assez simple, c'est de se dire on veut raconter le basket sous forme d'histoire, et le basket sous toutes ses formes. Donc il est français, il est européen, américain, asiatique, peu importe. Masculin, féminin, c'est pareil, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse à chaque fois, c'est d'aller sur de l'humain, donc des portraits, des interviews, des dossiers et très très peu de résumés de matchs ou de statistiques parce qu'on est un mensuel et donc qu'on n'est pas là pour ça, quoi. Voilà, donc on essaye à notre niveau, de parler un peu culture, basket et surtout, oui, d'être vraiment dans l'histoire. Ok, c'est bien résumé, ça colle vraiment parce que c'est ce qui transpire et ce qui me fait le lire à chaque fois et puis se le passer sous le bras. Alors malheureusement, il y a pas Mathieu aujourd'hui, mais je sais que lui, lui, il l'achète à chaque fois et hop, il me le passe sous le manteau au playground et on fait un peu notre propagande. C'est toujours intéressant d'échanger avec les gens et ça va m'amener sur mes anecdotes parce qu'il y en a une qui est liée à vous. Du coup, sans trop tarder, on va commencer avec nos pires souvenirs de basket. On a tous essayé de faire un petit top 3, un petit top 2, tout simplement. On va commencer avec Yann. Quel est ton top 3 ou ton top 2 tes pires souvenirs de basket? Euh, Pire souvenir, j'avais les meilleurs en tête là, donc c'est pour ça que je suis un Ah, peu pris au dépourvu. il n'y a pas de Euh, souci. On peut commencer par la meilleure si tu veux, et puis terminer sur les pires, hein. comme vous voulez. Allez, on va commencer du coup sur les meilleurs pour bien commencer la matinée. Et puis, et puis ensuite, on terminera avec les pires. Mais je suis sûr que du pire, on pourra sortir le meilleur. C'est magnifique comme Exactement. phrase. Je suis fier de moi. Sur les meilleurs, moi, ce qui me vient en tête immédiatement, je vais essayer de parler surtout de ce que j'ai pu voir en live, entre guillemets. Je pense à l'Euro 2017, le premier tour qui se passait à Helsinki, où on a eu l'impression d'assister à un changement de génération dans le basket européen. On savait que c'était l'Espagne sans Pau Gasol, c'était la France sans Tony Parker. Euh, et là, on a vu la Slovénie avec Luka Doncic. Au premier tour, on a vu aussi, dans le même lieu, c'était la Finlande avec Markkanen. L'équipe de France, c'était Evan Fournier, Rudy Gobert. Et ce premier tour-là, on pourra peut-être même parler des matchs qui ont eu lieu après, évidemment, les quarts de finale, demi-finale exceptionnels. Mais rien que ce premier tour, il y avait aussi au premier tour la Lettonie avec Kristaps Porzingis. Euh, j'ai eu l'impression, voilà, que ce basket européen-là, il avait une nouvelle génération qui était prêt à prendre le relais et à l'amener très loin et à nous proposer des euros. euh, En plus, c'était un peu particulier parce qu'on savait que le prochain euro aurait lieu plus tard. C'était fini l'euro tous les 2 ans. Donc, on avait aussi l'envie de profiter de ça et de se dire, ce basket européen-là, il a énormément de choses à nous proposer et il présente très bien pour les années à venir parce qu'il y a des petits pays, entre guillemets, Slovénie, Lettonie, qui ont des talents et qui vont être intéressants à regarder dans les années futures. Donc, cet euro-là m'a beaucoup marqué.
Ouais, c'est partagé. Ouais, franchement, j'ai le même feeling. Moi, j'étais aux Philippines au moment de cet euro et c'est vrai qu'il m'a régalé. Et je sais qu'on a un feeling spécial avec cet euro également, Adrien, Romain et moi, parce que on a voulu commenter un match sur ce podcast qui était celui de Lettonie-Slovénie. Et même la finale, enfin, la Slovénie a été étincelante toute la compète. Romain, je sais pas si tu en gardes un souvenir impérissable de cet euro ou si d'autres t'ont davantage marqué. Bah, j'en parlerai un petit peu plus tard, enfin, quand ce sera à mon Ah, tour de parler de mes meilleurs souvenirs. Moi, c'est peut-être un peu plus l'Euro qui est revenu à la France en 2013. Mais c'est vrai qu'en 2017, je partage le constat, c'est que on a vu des nouvelles générations fleurir. Euh, voilà, on avait la pépite Doncic qui éclate aux yeux de l'Europe, mais tout entière, parce que bon, l'Euroleague, tout le monde la suit pas. Alors que là, c'est quand même un événement qui rassemble plein de monde et tout le monde suit ça. Et d'un coup, on voit un gamin qui montre déjà que c'est lui l'avenir et il le fait avec un sang-froid incroyable. En plus, l'histoire, on en avait déjà parlé dans le podcast, mais elle est belle aussi au sein de l'équipe de Slovénie parce que Dragic, c'est sa dernière compétition. Et du coup, cette passation de pouvoir, elle est symbolique parce qu'il remporte le titre en plus. Donc c'est vrai que cet euro, il est ultra intéressant et l'histoire est belle du début jusqu'à la fin. oh oui, on a eu l'occasion d'en traiter. Je me rappelle très bien de l'épisode. Et le truc de. Moi, ce qui m'a vraiment. Il y avait cette transmission d'héritage jusqu'au bout, jusqu'à ce que la maman de Drazen Petrovic donne son maillot à Goran Dragic. Ça m'a marqué. C'est vrai qu'il n'y avait plus les monstres sacrés, Dirk, Pau et Tony. Et derrière, tu avais Dragic qui fait un peu l'entre-deux de ces deux générations-là. Et un retour vers le passé avec cette petite référence à Drazen. Ouais, c'était super émouvant cet euro. Moi, je sais que bon, j'ai déjà versé ma larme quand les Allemands nous ont fait mal. Et puis, et puis il y avait aussi l'Espagne qui se fait éliminer par la Slovénie. Voilà, je reviendrai pas sur ce match-là parce qu'on sait à quel point je suis attaché à l'équipe d'Espagne et ça m'a fait super mal. Mais au final, c'était peut-être un mal pour un bien. Cette Slovénie a été étincelante. C'était vraiment magnifique. Et Romain, tu voudrais enchaîner sur un de tes meilleurs souvenirs de basket? Bah, puisqu'on parle de compétition, je vais enchaîner directement. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un de mes meilleurs souvenirs, c'est l'Eurobasket 2013, forcément, où la France, elle est championne pour la première fois de son histoire. Et c'était un sentiment incroyable parce que la finale, enfin déjà, il y a la demi-finale, désolé Corentin, mais déjà, voilà, on dégage l'Espagne, notre ennemi juré, il y a forcément le discours de Tony, etc. Mais voilà, l'accomplissement d'être champion, euh, une génération qu'on a suivie depuis qu'on était plus jeune, Tony Parker, Boris Dio, Flo Pietrus, tout ça, c'était vraiment un sentiment incroyable. Et puis en plus, bah, je sais pas vous, mais moi, je l'ai partagé avec mon père qui m'a mis dans le basket quand j'étais petit. Du coup, bah, c'était un moment incroyable pour nous. Euh, voilà, c'était vraiment, on a vu un Parker en mission, il était concentré du début jusqu'à la fin, il voulait rien lâcher, il sentait que c'était le moment. Et du coup, toute l'histoire, en plus, elle est très bien racontée avec l'intérieur sport qui a suivi par Canal. Et je sais pas, moi, c'était un énorme sentiment de joie que j'ai eu de voir cette génération enfin l'emporter avec une génération qui arrivait derrière, les Dio, les Batum, etc. C'est un super souvenir parce que voilà, ça a remis la France sur la carte du basket européen en tant que nation et ça, c'était vraiment formidable. Ouais, je l'ai vécu aussi devant ma télé ce match-là, enfin particulièrement le match contre l'Espagne du moins. C'est vrai que c'était un moment extraordinaire. Surtout dans les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, en étant un peu largué à la mi-temps. Enfin, quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Et cette remontada sur la deuxième mi-temps pour arracher une prolongation et ça s'est joué vraiment avec les tripes, quoi, avec le cœur et les tripes. C'était un super moment, quoi. Bah, je peux pas en dire autant. Moi, j'ai pas pu le mettre dans mes pires comme dans mes meilleurs souvenirs.
parce que c'était un souvenir aigre-doux, quoi. Parce que je vais être très dur et très cru, mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé l'équipe de France et Tony Parker jusqu'à 7 euros. Je sais pas pourquoi. Et pendant le match, les Espagnols m'ont saoulé. Genre, à se plaindre de l'arbitrage, machin, à faire leur pleureuse. Ricky Rubio, sur une contre-attaque, il arrête de jouer parce qu'il croit qu'il y a faute. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ces gars? Et ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit, vas-y, maintenant je suis pour la France, la deuxième mi-temps. Ça sert d'avoir plusieurs identités culturelles. Et après, j'ai pu vivre l'histoire en kiffant, quoi. Mais au début, ils m'ont rendu fou, les Espagnols, parce que tu te dis, tu supportes une équipe. Et pour moi, c'était une trahison, le match qu'ils ont fait. Ça m'a saoulé. Donc, j'ai pas pu le classer. Et c'est pour ça que j'attendais à ce que quelqu'un le sorte. Et voilà, c'est fait, c'est évacué. Ça m'a fait du bien. Je pense que ça fait du bien à tout le C'est monde. une bonne thérapie. Exactement. Adrien, tu l'as vu en direct, toi, le match France-Espagne, et puis peut-être même la finale? Ouais, bah écoute, d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à écouter le podcast que j'avais fait avec Romain, Olivier et Mathieu, que j'avais présenté, qui relate ce match, quoi. Ouais, je l'avais vu, et honnêtement, j'arrivais pas à rester en place, quoi, parce que c'est le genre de match stressant, surtout face à l'Espagne, et on arrive à les taper, quoi. Enfin, on tape l'Espagne, sachant que en quart, on a dû taper la Slovénie à domicile, donc c'était pas cadeau non plus. Et au final, après, on finit en apothéose face à la Lituanie et on est champion d'Europe, quoi. Et moi, ce que je retiens, c'est on est champion d'Europe après pas mal d'années de frustration, hein, parce que dans la décennie des années 2000, à part au tout début avec la médaille d'argent au JO de Sydney et la médaille de bronze en 2005 en Serbie, c'était compliqué, hein, la décennie 2000-2010. Et je vais en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Donc, ouais, comme tout le monde, voilà, ça marquera à vie les fans de basket, quoi. Tu l'avais dans ton top 3? Ouais, je l'avais dans mon top 3, ouais. Ok, bah je te laisse du coup la main pour présenter un autre de tes meilleurs souvenirs basket. Bah écoute, un autre de mes meilleurs souvenirs, j'en avais également parlé avec toi dans un podcast qu'on avait fait sur la décennie du basket européen entre 2010, de, dans les 2010-2020? années 1, 2010-2020? voilà, 2010-2020. Et bah, c'est le SLUC Nancy en Euroleague. Voilà, hein. Ouais. C'est voir l'équipe locale affronter les meilleurs clubs d'Europe. En plus, premier match, on affronte le Barça. Autant le dire tout de suite, on s'est pris une raclée. En plus, c'était le premier match à domicile à Nancy. On s'est pris une trempe. Mais voilà, après, tu as les yeux qui brillent, quoi. Tu vois les stars sur le terrain. J'ai vu Ersan Ilyasova. Il y avait notamment Gianluca Basile. Alors lui, une teigne en défense. Je l'ai découvert le jour-là. Incroyable. Un grand joueur. Et puis il y a le match contre le Pana, la première année, le match contre le Panathinaikos, on n'est pas ridicule. En plus, il y a un moment du match où on passe devant grâce à un 3 points de Steve Chikambou. Donc là, tu vois, je regarde mon frère, on est dans les tribunes, je dis on est devant le Panathinaikos. Ah, parce que t'étais dans les tribunes. Ouais, ouais, T'as c'est des tué matchs. quelqu'un pour avoir un billet? Parce que moi, c'était impossible à l'époque, hein. Non, c'est des matchs que j'ai eu la chance de voir et honnêtement, c'est vrai que le match contre le Pana, c'était serré et puis au final, on perd quand même de 10 points, je crois. Mais c'était super. Et puis tu vois, j'ai vu des joueurs, j'ai vu Mike Baptiste. Franchement, j'avais la chair de poule. Tu vois les joueurs du Pana arriver sur le terrain. Tu te dis, tu vois des stars, quoi. J'ai vu Pekovic, Nikola Pekovic, avant qu'il parte à Minnesota. Donc voilà, c'est des souvenirs plein la tête. Et ensuite, il y a la deuxième édition en 2011-2012 qu'on joue, où là, ben, on a Batum qui accepte de jouer pour nous parce qu'il y a le lockout en NBA. Donc là, tu vois, déjà, on joue l'Euroleague et on a Batum pour les premiers matchs. Donc, j'ai envie de dire, c'est tout bénef, quoi. Et puis, tu vois, ce que je retiens de l'année-là, 2011, de la saison 2011-2012, c'est on avait des joueurs qui se montraient, quoi. Il y avait Akinbala, Ah le oui. Nigérian, qui par la suite, au final, jouera en deuxième div espagnol. Donc, tu vois, il va un peu disparaître des radars, j'ai envie de dire. Il y avait Jamal Schuller, il y avait John Linehan et Victor Samnik qui étaient de retour au club. Il y avait Alors, il Adrien paraît Morin. que. Je te coupe vite fait, mais il paraît que John Linehan, c'était le mec le plus difficile à attaquer, Dixit Kobe Bryant.
Ouais, C'est incroyable de savoir ça quand même. gros défenseur, hein. Mais ouais, comme j'ai dit, puis bah, lui, il était de retour au club, il avait joué en Estonie et il y avait Victor Samnik, ouais, j'ai dit, et puis Adrien Moerman. Donc tu vois, on avait une grosse team l'année-là. Sur les premiers matchs, on est pas mal, et puis au final, on n'arrive pas à se qualifier au top 16, quoi. Et ça, malheureusement, je pense que c'est ça qui a fait que l'Euroleague ensuite s'est plus orienté vers un modèle fermé avec que des gros clubs, parce que bah, les clubs comme Nancy notamment avaient galéré à avoir des résultats. Ça. Je sais pas si vous souvenez des clubs français en Euroleague avant les quelques années de disette. Et moi aussi, ça m'a marqué ce look étant lorrain, hein. C'est normal. Mais c'est cette Euroleague-là, quand tu me parles de tous ces noms-là, moi, j'ai des souvenirs incroyables. Ludo, ça t'a marqué, toi, le SLUC en Euroleague? Ludo, excuse-moi, Franck, je vous confonds toujours tous les deux. Ah, il y a pas de mal. Je me suis dit, il n'y a pas de Ludo. Non, non. Ça m'a marqué, non, pas spécialement, je dois avouer, hein. J'ai pas forcément d'attache lorraine, donc désolé. C'est On va surtout t'en cette créer, t'en période. fais pas. Non, c'est surtout Pau, évidemment, hein, qui m'a fait vibrer au niveau de l'Euroleague, où j'ai eu la chance d'aller voir quelques matchs à l'époque. Après, il y a un truc, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que il y a eu un moment où on avait énormément de changements sur les représentants français en Euroleague. Parce que on a un championnat de Pro A à l'époque qui était tellement ouvert finalement que n'importe qui pouvait gagner, ensuite qualifier en Euroleague. Et derrière, comme on n'arrivait pas à travailler sur de la continuité, sur de la durée, finalement, chaque année, c'était une découverte pour les clubs français. Et chaque année, le temps de rentrer à la compétition, c'était trop tard, quoi. Et on n'arrivait pas à structurer, à être dans de la durée. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué sur cette période-là, notamment. Je ne sais pas si vous partagez mon ressenti, mais vraiment ce manque de construction dans la durée, quoi. C'est pas faux, mais bon, après, faut être réaliste. Au moment là, les gros clubs commençaient à avoir des budgets encore plus incroyables qu'avant. Tout à fait, oui, oui. Et quand tu affrontes un Panathinaikos ou un Barça avec l'artillerie lourde en face, j'ai envie de dire, c'est c'est chaud quand même, quoi, hein. Donc, non, je pense que c'est une question de. Je pense que l'Euroleague, comme j'ai dit, s'ils ont été vers un modèle comme celui qu'on connaît maintenant, c'est parce que les gros clubs ont réussi à développer leur budget. Et ça, après, ça a fait que les autres équipes dans les autres championnats étaient larguées, quoi. Surtout que tu avais des clubs qui étaient des machines encore à l'époque. Je me souviens d'un article que vous aviez écrit, Yann, et j'en parlerai, j'y ferai référence dans mes pires souvenirs. Pas l'article, hein, mais un truc qui m'est arrivé sur un playground. C'est en 2008, alors je sors la référence de l'article basketmag.com, le basket grec toujours autant de passion. En 2008, Josh Childress paraphait un contrat de 20 millions sur 3 ans avec l'Olympiakos. 20 millions. Enfin, pour le basket français, c'est juste incroyable, quoi. On n'aurait jamais pu suivre à l'époque-là. Non, puis de toute façon, c'est ce qui était dit à l'instant, c'est qu'à partir du moment où on avait aussi un représentant français différent, chaque année, je me souviens à l'époque, c'était moi je travaillais pour l'hebdomadaire Basket News, chaque année on faisait la présentation de l'Euroleague et les clubs les chances du club français, et on écrivait qu'évidemment il fallait y croire, qu'on espérait, etc. Mais ça risquait d'être, encore une fois, chaque année la même histoire. Il y avait un groupe de 6, 4 équipes qui se qualifient. Le club français, il avait de grandes chances d'être 5e ou 6e. Parce que oui, un Olympiakos pouvait se payer Josh Childress, Linas Kleiza, enfin, il y avait des choses incroyables. Et clairement, les clubs français, chaque année, ils se présentaient avec environ 5 millions d'euros de budget chacun leur tour, que ce soit Roanne, Cholet, Chalon, Le Mans. Non, il y a eu Nancy, effectivement, aussi. Mais tous avaient à peu près la même structure, la même configuration, parce que à peu près le même budget au final. Oui, ça m'a choqué moi aussi l'époque-là. Mais je suis pas trop compétent pour en parler, mais c'est vrai que quand tu regardes les matchs dans le passé, ça fait mal au cœur. Franck, toi, tu as un souvenir en lien avec cette Euroleague-là, un de tes meilleurs souvenirs, ou tes souvenirs sont plus, on va dire, sud-ouesto-centrés? Non, 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 j'ai des souvenirs. Alors, j'ai sur l'Euroleague en elle-même, c'est Nanterre qui m'avait marqué à un moment donné, notamment la victoire contre Barcelone. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup d'affection pour ce club-là, par rapport à son histoire, par rapport voilà, à
la famille Donadieu qui part du plus bas niveau départemental et qui fait remonter cette équipe petit à petit jusqu'en Pro A, puis l'Euroleague en étant champion de France, et qui en Euroleague en plus, ils sortent de là la tête haute avec déjà ne serait-ce que cette première victoire contre Barcelone qui avait été, je me souviens, assez mythique, quoi. J'étais comme un fou devant ma télé parce que vraiment j'avais énormément d'attache pour cette équipe. Je peux comprendre. Ça a Surtout été quand un bon on va à souvenir. Nanterre. Ouais, tout à fait. Nanterre C'est est une une des équipe. plus belles salles pour moi. Vas-y, je te laisse continuer. Non, mais voilà, donc c'est vrai que c'était une équipe moi, qui me plaisait énormément par rapport. C'est vrai qu'elle ne rentre pas dans les standards de l'Euroleague, quoi. Il n'y avait pas de joueurs de très grande taille, c'était profilé plutôt Pro A, avec des gabarits, des petits gabarits très toniques, très athlétiques, voilà, des joueurs qui n'avaient pas vraiment de grandes références. C'est ce qu'on disait à l'instant, hein, avec le fait d'avoir un représentant différent chaque saison, ou quasiment chaque saison, fait que pour chacun, c'était tout le temps la découverte. Donc des joueurs qui découvraient ça, mais qui sont allés pour jouer leur chance crânement. Et puis, moi, c'est toujours cette idée de se dire, cette équipe-là était en départemental. Enfin, pas ces joueurs-là, évidemment, mais Nanterre était en départemental. Il y a quelques années, certes, ça remonte, mais progressivement, ils ont réussi à monter, et puis ils vont taper Barcelone, quoi. Voilà, ça a été vraiment un truc qui a été très marquant. Je vous ai laissé quoi? Le genre d'équipe auquel on s'identifie facilement. C'est un peu comme Trento en Italie ou Burgos. C'est un peu les mêmes parcours, quoi. Ah ouais, Ouais. Burgos, Ouais. ça a déchaîné les passions, ouais. Je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui sont bien fans. Ah. T'as suivi la BCL, Yann, cette année? Alors honnêtement, je vais être un très mauvais exemple. Bien sûr, oui, j'ai suivi, c'est quand même, ça fait quand même partie de mon boulot. Mais pour le coup, tout ce qui est Coupe d'Europe, et je préfère le dire franchement, c'est pas une question d'ailleurs d'être pro FIBA ou pro Euroleague, c'est que moi je me concentre essentiellement, mais vraiment essentiellement sur l'Euroleague. Et après, que ce soit Eurocup ou BCL, les performances déjà des clubs français vont pas m'intéresser entre guillemets tout de suite. J'entends par là les premiers tours. Là par exemple, il y a le premier tour de Boulogne-le-Valois en ce moment en Eurocup. Et ils sont sur 4 victoires d'affilée, etc. J'ai du mal à me passionner, qui plus est dans cette saison en plus où on sait pas trop où elle va. Et donc à la limite, pour tout ce qui est, je classe volontairement l'Eurocup et la BCL au même niveau. Ces compétitions-là, c'est plutôt les équipes étrangères. Enfin, ce qui va m'intéresser dans les équipes étrangères, c'est les joueurs que je ne connais pas. Parce que en termes de niveau et de match, là, je vais me tourner vers l'Euroleague. Ouais, on peut comprendre. Ça, c'est vrai que c'est un reproche qui nous est souvent fait. Du coup, je pense que c'est pas forcément facile on va dire, de trouver des références pour un gamin qui aime le basket, de dire je vais plus aller vers le basket européen, qui plus est essayer d'aller on va dire se plonger dans autre chose que l'Euroleague. C'est pas toujours facile. Mais Moi, après, il y a quand même, je trouve, des clubs. Il y a Burgos qui a été cité. L'avantage de la BCL, selon moi, c'est que ça permet aussi, c'est une porte d'entrée vers des clubs comme ça. Pour s'intéresser à des clubs comme ça, Burgos, Tenerife, bien sûr, Tenerife a fait d'autres choses avant, mais moi, je m'intéresse surtout à Tenerife parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait en BCL. Enfin, je trouve que c'est une porte d'entrée pour moi, finalement. oui, une bien belle, ouais. C'est vrai que ça permet de voir autre chose. Moi, c'est cette compète-là, elle m'a vraiment fait du bien, mais vraiment au moral. C'est dans mes meilleurs souvenirs, donc je vais essayer du coup les glisser, même si ça fait pas partie du top 3. C'était les victoires en BCL de l'AEC et de la Virtus Bologne. M'ont fait énormément de bien au moral, parce que j'étais trop jeune pour connaître la Virtus en Euroleague avec Rigaudot et Gino, par exemple. Mais ça m'a fait du bien de les revoir au plus haut niveau. Enfin, pas au plus haut niveau, parce que le plus haut niveau, c'est l'Euroleague, mais gagner une compète majeure et de se dire, voilà, ils sont de retour. Et pareil pour l'AEK Athènes, parce que c'est des grands clubs avec une âme, et de les voir de retour, ça m'a fait, mais voilà, c'était un antidépresseur incroyable ces 2 années, avec des victoires de clubs comme ça. Je pense que, voilà, enfin,
ça a dû être la même chose pour toi, Adrien, étant fan de basket italien, de voir un club italien gagner, ne serait-ce qu'une compétition qui n'est pas forcément une compétition top niveau comme l'Euroleague, mais une bien belle compétition européenne. Ah ben, je partage clairement ton avis. Et en plus, c'est des clubs qui sont revenus maintenant avec des gros budgets, quoi. Alors c'est vrai qu'après, la Virtus Bologne là vise l'Euroleague clairement. Et par contre, l'AEC a préféré rester en BCL, à voir dans les années à venir. Mais tu vois, ça, c'était des clubs que j'avais connus dans les années 90 déjà. Mais à l'époque, j'étais plus fan de NBA, tu vois. Donc, je matais pas vraiment le basket européen. C'est plus mon frère qui était fan. Et voir que ces clubs-là renaissent, on demande que ça, quoi. Clairement. J'imagine. Alors, Alors, moi, on peut. Oui, pardon, je t'en ouais, prie. non, je suis tout à fait d'accord. J'ai suivi la Virtus à l'époque où Rigaudot était là, justement. Et enfin, pour moi, c'est des super souvenirs parce qu'on avait un Français qui s'exportait et voilà, ça fait des années 90, qui s'exportait en Europe et qui cartonnait. Enfin, on l'appelait pas le roi pour rien. Et le fait d'aller remporter l'Euroleague à l'époque, c'était extraordinaire, quoi. Et je suivais ça aussi de très très près. D'ailleurs, dans mes mauvais souvenirs, c'était quand ils avaient perdu contre c'était Kaunas, je crois, hein, en finale en 2000 ou 2002, je sais plus l'année exacte. Ça fait partie de mes mauvais souvenirs pour le coup, parce que j'étais vraiment en fond derrière la Virtus. Ah ouais, carrément. Ah C'est ouais, marrant. j'adorais. Mais je C'est suis marrant. un fan de Rigaudot. Ah oui, d'accord, ok. Fan du joueur. Ouais. On peut pas te jeter la pierre. Après, ça tombe bien qu'on parle de ces deux clubs-là parce que les deux s'étaient rencontrés en finale de l'Euroleague en 98, je crois. Et c'est vrai que même si à l'époque je suivais pas le basket européen, même voir là la finale maintenant, je crois que j'aurais du mal parce que les matchs de finale d'Euroleague de l'époque qui dépassent pas les 50 points, je le dis tout de Confirme. suite, je le dis tout de suite, c'est pas mon truc. Ah ouais, je peux comprendre. Moi, je suis fan du jeu défensif, mais ouais, j'ai dû me le faire. C'était il y a à peu près 3 semaines, un mois. J'ai dû me le faire par séquence parce que quand on est habitué un peu à l'Euroleague actuelle, ça fait tout drôle de revoir des matchs où c'est plus serré, on prend moins de tirs à 3 points en première intention, par exemple. On va dire, moins digeste. Et si on refaisait pas encore un petit tour de nos meilleurs souvenirs avant de pourquoi pas passer au pire. Yann, est-ce que tu auras un autre souvenir qui te reviendrait comme ça sur tes souvenirs basket? Ouais, bien sûr, j'en ai plusieurs. Je, je pense que je vais rester sur du basket international. Je repense simplement avant à Nanterre qui a été cité et en fait je partage ça. Avant même l'Euroleague, l'épopée de ce club et le titre de champion, j'ai énormément apprécié ça pour deux raisons principales. C'est l'engouement qu'il y a eu à Nanterre, certes, mais surtout euh, à Paris, en Île-de-France, où on parlait de basket, où des gens me demandaient Nanterre, ça sort d'où? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pascal Donadieu, qui c'est? Ça intéressait les gens et ça évidemment que moi, ça m'a plu. Et puis aussi pour le bruit dans la salle. J'ai pas souvenir d'avoir vu alors je parle pas de bruit, mais une euphorie, une frénésie à chaque action à Coubertin. C'était exceptionnel. Honnêtement, c'est les deux matchs à Coubertin en termes d'ambiance, oui, à chaque panier, à chaque rebond, c'était incroyable. Donc je garde ça en basket français, et puis sinon je vais plutôt rester sur du basket international. Et puis j'ai envie de parler des JO 2012 et de l'équipe de France féminine. Euh, je pensais à l'équipe de France masculine aussi, mais je me dis JO 2012, là encore, ce qui moi, m'intéresse et me marque, c'est l'engouement populaire qui est créé par le basket. On aimerait tous, évidemment, qu'on parle plus de basket un peu partout, notamment dans la culture populaire, sur les médias, etc., les médias nationaux. Et là, voir cette équipe-là, avec Céline Dumerc, qui est une icône, qui est devenue une icône fabuleuse du basket français. Il ne s'agit même pas de parler de basket féminin ou de basket masculin, c'est vraiment une icône du basket français qui a une image exceptionnelle, qui avait fait des Jeux Olympiques exceptionnels aussi. J'avais trouvé ça fabuleux. Et puis chaque match, c'était face à la Grande-Bretagne, par exemple. Enfin,
ça s'est souvent joué dans les derniers moments. Donc il y avait une histoire, il y avait le fait que ça avait été un été qui avait été long pour elle, d'aller jusqu'ici, déjà ne serait-ce que d'aller au JO, ensuite d'aller jusqu'en finale. C'était une épopée. Et j'avais trouvé ça formidable, vraiment formidable à suivre. Et en plus, ça a été un coup de boost énorme pour le basket français, pour ces joueuses qui évoluent principalement en LFB aussi, donc pour le championnat de France. Donc tout ça, ça m'avait énormément, énormément plu. Bah, moi, c'est là où j'ai découvert le basket féminin. J'en garde un souvenir incroyable. Romain, toi, tu as dû le vivre un peu différemment parce que je sais pas si déjà à l'époque, tu étais investi dans le basket féminin, même si, bon, à Limoges, ça parle toujours de basket, j'imagine. Plus ou moins que ce que je peux l'être sur ces dernières années, mais je rejoins Yann, c'est là où cette équipe, elle a choqué le monde du basket et en France, ça a eu une résonance incroyable. C'est vrai que Céline Dumerc, elle a pris une dimension planétaire grâce à ces JO. Elle était possédée sur tous ces 3 points, sur toutes les grosses actions, elle avait des réactions incroyables et on sentait que ce groupe il était vraiment uni et je pense que à le vivre, si on devait leur demander à ces filles-là, je pense que c'est peut-être des équipes qu'elles reverront peut-être jamais ou très peu dans le reste de leur carrière, parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment un feeling entre eux. Je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, à l'écran, ça se voyait qu'elles vivaient une aventure incroyable. Elles sont au JO, la compétition la plus regardée sur la planète. Et elles vont chercher une aventure comme celle-ci avec une capitaine, enfin voilà, enfin Caps, elle était énorme quoi. Et du coup, c'est vrai que ces JO-là, ça, ça marque l'histoire du basket français, mais vraiment l'histoire du basket français, pas que du basket féminin. Et c'est vrai que c'est un moment exceptionnel qu'on a vécu. Moi, enfin, comment dire? C'est peut-être bête de dire ça, mais c'est la même chose que je retiens, c'est cette énergie quand elles se prennent dans les bras et tout. Tu sens que, ouais, j'aime bien cette expression, vous me la pardonnerez, c'est le groupe vit bien. Ça m'a, mais ça m'a, comment dire, transformé. Ce que tu te dis, c'est des belles histoires comme ça, bah, c'est tout bête, mais c'est celles qu'on aimerait tous avoir au sein d'une équipe. Et ça, voilà, il n'y a pas vraiment de mots, c'est vraiment de l'énergie. Euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter Non, non, mais c'est là-dessus. vrai que c'était super bon. Et puis, un truc moi, cette équipe de France-là, j'ai une attache un peu particulière parce que tous les ans, en fait, à l'époque, dans les premières moitiés des années 2010, entre 2010 et 2015, j'étais conseiller technique pour une ligue, en Bourgogne exactement. Donc je suis pas très très loin de la Lorraine à cette époque-là, par rapport à maintenant. On y revient toujours à la Lorraine, tout le monde y Ouais. revient. Je suis pas encore allé jusque là-haut, mais bon. Et tous les ans, on avait des séminaires en fait au mois de juin, organisés par la Fédé, et on a eu l'occasion, je crois sur trois éditions, de faire notre séminaire en même temps qu'une compétition, une préparation à une compétition européenne de l'équipe de France féminine. On avait assisté à l'Euro qui s'était passé à Mouilleron-le-Captif à l'époque. Vous m'excuserez, j'ai plus l'année exacte en tête. Et on avait, on avait croisé les joueuses de l'équipe de France, au moins sur trois étés, 3 mois de juin comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une proximité avec ces joueuses-là qui est facile à avoir. Elles sont super abordables, vraiment. Donc ça faisait encore plus plaisir de les suivre ensuite sur cette compétition olympique. Ouais, du coup, tu as eu le souvenir de te dire, voilà, ces filles, j'ai discuté avec elles, Ouais, tu vibres différemment. c'est ça, c'est ça. C'est tout bête, tu vois, mais ça rejoint un peu un de mes souvenirs, comme ça je le glisse vite fait. C'est lors de mon tour d'Europe, j'ai adoré côtoyer. Enfin, moi j'ai l'alpha et l'oméga du basket européen dans mon cœur, c'est Spanoulis et Sergio Llull de l'autre côté, même si j'ai aucune origine grecque. Et si tu veux, genre, enfin, si vous voulez, j'ai vraiment. Enfin, quand je les ai vus, c'était voilà, un quart d'heure d'interview, de discussion, etc. Euh,
voilà, t'es en tension, t'es un peu stressé parce que c'est des idoles en face de toi. Et au final, aller côtoyer le fait qu'il est tranquille en disant ouais, je suis un humain comme les autres, que tu discutes comme si tu discutais avec ton copain sur le playground. Bon, et t'as la bière en moins. euh, tu vis différemment la chose. Tu te dis ah ouais, ce mec-là, lorsqu'il va faire une action sur le terrain, tu vibres d'autant plus. Et ça c'est quelque chose qui m'a bien marqué. Et ça fait du bien de voir des gens que tu as appréciés, que tu as côtoyés réussir. C'est une satisfaction un peu différente. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. On personnalise d'autant plus les exploits parce qu'on connaît plus ou moins les gens, donc ça crée une proximité. Sans abuser et dire que tu vois, Spanoulis, c'est le copain avec qui je vais boire des canons Non, bien sûr. toutes les fois où je vais à Athènes. Mais voilà. Romain, du coup, toi, un de tes souvenirs les plus marquants. Tu vas pas nous sortir le doublé du CSP quand même. Non, même si celui de 2014 a un écho pour moi parce que j'étais dans le stade de foot à côté et que c'était un énorme moment et il faut le vivre pour comprendre la folie qu'il y a à Limoges. Non, non, là j'ai un souvenir qui est lié au CSP forcément et je vais un peu rejoindre ce que tu dis, c'est que du coup il y a ça va faire un an ou deux, oui un an. J'ai eu la chance de faire l'interview de Claude Bolotny, qui est une légende chez nous à Limoges. Effectivement. Et Excellente interview d'ailleurs. Félicitations, Romain. Allez le ouais, voir sur YouTube. c'est gentil, merci. Et du coup, c'était un moment particulier parce que du coup, quand on a préparé cette interview, les semaines avant, je l'ai rencontré, je lui ai présenté mon projet et il était très emballé. Et puis est venu le moment où il fallait décider d'un endroit. Et pour moi, je m'étais dit, bah, on va trouver soit un bar, soit un endroit un peu cool pour le faire. Et puis on va essayer de trouver un cadre assez sympa. Et puis, il me fait, dans l'idéal, t'aimerais que ce soit où? Et moi, en blaguant, je fais, bah, dans l'idéal, à Beaublanc. Et d'un coup, il me fait, OK, on le fait à Beaublanc. Et là, je savais pas s'il était dans la blague ou s'il était sérieux. Du coup, j'ai dit, mais c'est vrai? Il me fait, bah oui, tu passes un matin, et puis tu viens, on le fait. Sur un Et, en malentendu, ça peut passer, et puis c'est passé. et ben, c'est passé. Et du coup, ben, moi qui pars un petit peu de rien et qui essaie de me débrouiller voilà, pour faire des interviews avec des gens du basket, je me retrouve avec une légende du club de mon cœur, dans Beaublanc, qui est voilà, un monument pour le basket français. Et on est tous les deux au milieu du parquet, dans une salle de 5000 places vide, à discuter comme si on se connaissait depuis 15-20 ans. Et du coup, pour moi, ça avait une énorme force et j'ai kiffé ce moment parce que voilà, j'étais avec une légende à retracer son parcours, à parler de sa philosophie de vie, etc. Et en plus, alors ceux qui veulent iront voir dans la vidéo, mais à un moment, je lui parle de sa relation avec le CSP qui dure depuis des années, qu'il est très attaché au club, et là, il fond en larmes et j'ai trouvé ce moment tellement incroyable pour moi de vivre ça, un moment particulier dans une salle immense, légendaire, avec ce monsieur-là. Et j'en serai toujours très reconnaissant de m'avoir permis déjà de l'interviewer, de faire son portrait et en plus de m'offrir ça dans le temple, quoi, dans un vrai temple. Donc ça, je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs basket, vraiment. Ça se ressent. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir la vidéo, c'est sur le compte Bambi, c'est ça? Avec un Y. Exactement. Ouais, avec Euh, un Y. Avant d'interroger Yann sur Beaublanc et s'il a déjà été, je voudrais réagir parce que moi, c'était pas dans mes meilleurs souvenirs ni dans mes pires, parce que je suis jaloux par rapport à cette vidéo pour deux choses. La première, c'est la salle, j'ai jamais été. En plus, sur le parquet, ça va être fou. Parce que pour moi, je trouve que c'est un des plus beaux parquets de France. Et puis il y a l'autre truc aussi de te dire, tous les deux, on voit que sur le moment, vous avez ce truc de, comment dire, c'est cet attachement si particulier à ce cœur, à ce club qui est dans votre cœur, et ça fout des frissons, chose que moi je suis incapable d'avoir parce que j'aime trop tous les clubs. Donc respect à vous, et c'était un kiff, enfin que vous avez transmis, et c'est pour ça que j'invite les gens à le voir. Yann, est-ce que Beaublanc c'est la salle numéro 1 en France pour toi? On va le cuisiner un peu. La salle numéro 1, si on parle d'ambiance, oui. Si on parle de salle proprement parlé, non. Ah, t'as déjà eu l'occasion d'aller voir des matchs là-bas?
Ouais, alors j'ai vu bah, les finales dont on parlait, des finales 2014-2015, à chaque fois les matchs du titre, notamment, bah, effectivement, oui, la fois où on a quand même 7000, je crois que c'était 7000 personnes qui étaient dans le stade à côté, plus les 5000 qui étaient à Beaublanc. Il y a ça, j'avais vu un Classico aussi, qui n'avait pas été dingue en termes de match, mais bon, c'était quand même un Classico. Euh, mais surtout, moi, ce qui m'avait marqué, c'est de parler avec les gens là-bas. Oui, bien sûr, l'ambiance était extraordinaire, mais en fait, c'était juste de le constater, de parler avec les gens et de ressentir, non pas le fait qu'ils crient pour soutenir leur club, mais qu'ils ont le club en eux. C'est ça qui est exceptionnel, que ce soit les supporters qui sont dans les clubs de supporters, dans les associations de supporters, que ce soit des personnes lambda qu'on croise dans la rue. Moi, c'est ça qui me frappe, parce que on sait bien il y a plein de villes où c'est pas tout à fait la même chose, ou alors il y a des villes, il y a beaucoup d'autres villes en France où le basket est très important, mais où le club est le club évidemment phare sportif du département. Euh, pour autant, c'est quand même pas à la même échelle, et puis surtout, il n'y a pas toute cette histoire qui se transmet. Je suis pas du tout un spécialiste Limougeot, mais j'ai l'impression que c'est un Limougeot né avec, on lui transmet cet amour du CSP. C'est un peu cliché, mais je pense qu'il y a quand même une part de vérité, et c'est ce qui fait que ce club persiste, a perduré, a tenu, parce qu'il a eu des hauts et des bas, mais il y avait toujours des gens qui, au fond d'eux, lavaient ce club-là dans leur peau. C'est ça qui m'a frappé. C'est marrant que tu dises ça parce qu'en fait, c'est un starter pack que tu as quand tu nais. Tu as le CSP, la porcelaine, comme à Belgrade, tu es fan du Partizan. Hein, Romain? Mais je vais confirmer ce qui vient d'être dit, c'est que mes parents m'ont raconté que à ma naissance, le premier pyjama que j'avais, c'était vert CSP. Mais Et tout non. de suite, mais je te promets, en plus, moi, bon, je suis né 1 an avant le titre de champion d'Europe, mais du coup, enfin, mes parents, c'est le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est ouais, quand tu étais petit, ton premier pyjama, c'était un vert CSP qu'ils t'ont donné dans la clinique, tu vois. C'est vraiment une histoire de famille. Moi, mon père, il n'est pas du tout dans le monde du basket de base, c'est un rugbyman. Et pourtant, lui a vécu les grandes années, il a vécu Padoue, il a vécu le titre de 93. Et plutôt que de me dire, bah tiens, fais du rugby, il m'a dit, viens, fais du basket. Et il m'a fait découvrir Beaublanc, il m'a raconté les histoires, il m'a parlé des légendes, des anciens. C'est vraiment une transmission qui se fait. Ici, à Limoges, il y a pas, je pense que si on va se promener dans la ville, il n'y a pas une personne qui va pas en parler après un match, de dire ouais, on a perdu, on a gagné. C'est vraiment une certaine folie ici. Et, et quand on parle de la finale de 2014 où ils ouvrent le stade à côté, c'était vraiment une guerre pour avoir une place, que ce soit dans le stade même de Beaublanc ou dans le stade à côté. La queue qu'il y avait devant la billetterie la semaine précédant le dernier match, c'était vraiment de la folie. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu de basket à Limoges ou même de leur vie, qui sont allés jusqu'à la billetterie parce que c'était l'endroit où il fallait être, parce que c'était la ville qui vibrait pour ce moment, parce qu'on savait que ça représentait quelque chose d'incroyable. Et du coup, c'est Limoges quand ça vibre, mais ça vibre vraiment. Et tu peux ne pas connaître le basket ou être un ultra spécialiste, tout le monde va se retrouver au même endroit, tout le monde va parler de la même chose, et s'il faut, tout le monde va fêter en même temps un titre, une victoire. Donc ouais, parfois ça va dans la folie, mais Limoges, c'est un monde spécial. Il faut vraiment venir pour le voir, quoi. Bon, l'invitation est lancée. J'essaierai d'y passer, vu Mais qu'on avec avait le grand projet. plaisir. Ah bah oui, mais de toute façon, on a le projet avec des copains de faire ce Tour de France avec Mathieu qui fait partie du podcast qu'on salue. Mais c'est marrant parce que tu vois, j'arrive pas à me. Et c'est ce que je recherchais dans mon Tour d'Europe, je l'ai trouvé ailleurs. Mais en France, il y a que à certains endroits que je l'ai eu, tu vois, cette ferveur et de parler du club. Je sais pas comment c'est, Franck, de ton côté. Adrien, pour en témoigner, quand tu vas à la Pépinière à Nancy, tu as des basketteurs, ça parle beaucoup de basket NBA, mais tu trouves encore deux, trois gars qui te parlent du match du SLUC de la veille ou de l'effectif de cette saison.
Et je l'ai trouvé, oui, au Portel, tu vois, au Monaclin, c'est en même temps, c'est le club des supporters, ou à la Civette Jean-Bart à Dunkerque, où ça parle de basket et du club local. Mais voilà, c'est très dur. Comment ça se passe dans le sud-ouest chez vous, Franck? Bah, nous, à Toulouse, malheureusement, on n'a pas cette ferveur-là. Oui. Parce qu'on est un peu sevré de haut niveau depuis la fin des années 90. Même si on en parlait la dernière fois, on a le TBC qui est en train d'essayer de se structurer pour retrouver, pourquoi pas, la LNB dans les années à venir. On espère. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette ferveur-là. Et je suis un peu trop loin de Pau, malheureusement. On est à 2 heures de Pau pour vraiment ressentir si en dehors du stade, ça parle basket ou pas dans la ville. Ça, je peux pas en témoigner, malheureusement. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que Pau, pour y être allé à plusieurs occasions, et ça fait partie des top souvenirs dont je parlerai tout à l'heure, quand on est dans la salle, ça vibre bien quand même. Alors, on m'a toujours parlé de Limoges qui est exemplaire, et j'en doute absolument pas. Mais j'ai un excellent souvenir à Pau, justement. Bah, je te laisse embrayer, vas-y, on donnera la Ouais, parole à Adrien ensuite, je t'en ok. prie. Alors, mon souvenir, justement, il remonte à quelques années. C'était en 99. Oh, j'étais pas né. Et ouais, c'était Non, pour je l'Euro. déconne. C'était pour l'Eurobasket, puisqu'on avait accueilli en France l'Eurobasket. Et pour la petite histoire, moi j'étais stadier. J'avais 21, 22 ans à l'époque. J'étais stadier à Toulouse, puisqu'à Toulouse, on avait accueilli l'équipe de France et la Yougoslavie, Ah d'ailleurs, oui. dans les matchs de poule. Donc on avait Macédoine, Yougoslavie, Israël et France. Donc j'étais stadier. Alors juste avant d'aller basculer sur le deuxième tour à Pau, ce premier tour, donc nous, en tant que stadier, on contrôlait le public. Enfin, il paraît, parce que j'ai passé mon temps les yeux rivés sur le terrain plutôt que vers les tribunes. Donc Ah j'étais pas, bravo, c'est de la j'étais pas conscience un professionnelle, ça. très très bon stadier sur le coup. Par contre, j'ai sympathie avec les supporters macédoniens qui m'avaient fait plein de cadeaux quoi, avant de partir. C'était super. Des trucs de l'équipe de Macédoine, quoi, des fagnons, porte-clés, la plaquette de l'équipe. Enfin, c'était très très sympa. Et donc j'avais vu à cette époque-là, puisqu'il il a fait un petit peu les gros titres ces derniers temps, Abdul Wahad. Euh, et franchement, je dois avouer que sur le match contre la Macédoine, où il claque des dunks de partout, on n'était pas habitué à voir ça dans le basket européen, quoi. C'était vraiment hors norme. C'était un avion de chasse là sur ce match-là. C'était extrêmement impressionnant. Ils nous avaient tous fait nous lever. Enfin, on avait rarement vu ça à ce moment-là, quoi. Des qualités athlétiques aussi développées. Et pourtant, je veux dire, il y avait du monde. Hein. Tu prends la Yougoslavie, il y avait quand même Divac, il y avait Danilovic, Bodiroga, c'était du putain de fort joueur. Mais Abdul Wahad, il avait ce petit truc en plus NBAesque qu'on voyait très peu à l'époque finalement dans les qualités athlétiques. Donc il y a ce premier tour, voilà, pour moi qui est un excellent souvenir parce que ben voilà, j'étais aux premières loges pour assister au match d'équipe de France. Et puis c'est surtout le deuxième tour en fait qui reste mémorable parce que donc l'équipe de France se déplace à Pau pour le second tour. Et avec des potes, on va voir le match dans les tribunes du coup contre la Slovénie. Et ce match est le match qui permet à l'équipe de France, que gagne l'équipe de France après un retournement de situation terrible. C'est-à-dire que je crois qu'ils sont largués à plus de 15 points au milieu de la deuxième mi-temps, puisqu'on ne parlait pas encore de carton à cette époque-là. C'était juste avant un an avant le passage en carton. Ils étaient largués d'une quinzaine de points. Et c'est toujours pareil, c'est Abdul Wahad à ce moment-là qui surgit, qui prend un rebond au-dessus de la mêlée, qui lance un peu la révolte française. Et la France bat la Slovénie avec un retournement de situation terrible là, dans les 10 dernières minutes. Et ce dont je me souviens, c'est la bronca paloise. Donc tous les gens dans les tribunes qui se sont mis à pousser, encourager. J'ai eu des acouphènes toute la soirée. C'était extraordinaire. On a vibré le truc, on l'a ressenti. Enfin, j'avais rarement ressenti quelque chose comme ça en étant spectateur dans les tribunes. Des acouphènes, carrément. Ah ouais, non, mais c'était un truc de fou. Ça hurlait, ça braillait, ça chantait. Mais vraiment, ce match-là pour moi est mémorable parce que vraiment j'ai les ressentis et j'ai vraiment vibré en tant que spectateur sur cette deuxième mi-temps et ce retournement de situation qui était dantesque. Ah, je peux comprendre. C'est un Euro où c'est l'Italie qui gagne, c'est ça? C'est ça, ouais, il y a l'effondrement à partir du moment où l'équipe de France rejoint Bercy hein, et puis ben, il y a des tensions au sein de l'équipe et malheureusement la blessure d'Abdul Wahad. Qui sujette à polémique apparemment et voilà et puis l'équipe de France effectivement perd en demi et
perd le match de la médaille de bronze. Fini Ils auraient quatrième. dû rester à Pau. Ils auraient dû rester à Pau pour Mais- gagner des matchs. Mais oui, c'est la force du Sud-Ouest. Ouais, tiens, ça me fait penser, vu qu'ils ont gagné l'Euro, l'Italie. Adrien, tu te souviens de cet Euro-là, toi étant, je pense, supporter de la Squadra Azzurra? Non, c'est en 99, c'est ça, hein? Ouais, Ouais, t'étais c'est trop ça. jeune. Ouais, là je suis dans ma période NBA. Ah, on a tous des Donc défauts. j'ai commencé vraiment à suivre l'équipe de France, c'était en... Bon, il y avait eu les Jeux de 2000, mais j'avoue, j'étais un peu, comme j'étais à fond dans la NBA, j'étais un peu dans les ricains, quoi, mais à culpa. Et sinon, après, c'était en 2003, voilà, à D'accord. l'Eurobasket 2003 en Suède. Ok. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. Ah, bah vas-y, je t'en prie. Est-ce que ça fait partie de tes meilleurs souvenirs? Non, pas vraiment, non. Ah, bah bon. Et l'Italie est concernée, alors en plus, Ah, d'accord. Parle-nous d'un de tes meilleurs souvenirs, à moins que quelqu'un veuille embrayer sur l'Euro 99. Parce que moi, perso, j'étais un peu jeune, hein. J'avais 4 ans. Non, 5 ans, pardon. Bah, juste, ouais, simplement pour rebondir sur ce que disait Franck, j'ai pas mal de collègues ou confrères qui ont eu la même impression partagée sur Tariq Abdul-Wahad et notamment dans ses dunks ou ses envolées, c'était vraiment partagé. Et s'il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque, de se dire, on n'a jamais vu ça en fait. En Europe, on ne connaît pas un joueur comme ça qui dégage une telle impression. C'était vraiment. Peut-être que je me dis aujourd'hui, on a sans doute du mal à se rendre compte parce qu'on est habitué à des images spectaculaires, on en voit tous les matins. Et puis elles arrivent à nous directement. Alors que là, on est dans une période avant les réseaux sociaux avec la NBA qui est quand même encore fermée, quasiment fermée pour les joueurs étrangers. Donc je comprends tout à fait ce qu'il dit sur cette impression en fait de nouveaux mondes qui s'ouvrent, de nouveaux joueurs en fait. C'est ça. Et juste pour finir sur ça, donc nous, comme ça dit, on surveillait les tribunes et après on descendait faire une sorte de chaîne pour séparer les joueurs qui rejoignaient les vestiaires du public. Et du coup, les joueurs me passaient tous les uns à côté des autres, évidemment. Et donc, forcément, moi je fais 1m75, évidemment, un mec de 2m90, 2 mètres, ça commence déjà à être impressionnant. Hein. Et donc, les mecs me passaient tous les uns à côté des autres, Rigaudot, Weiss, Soncourt. Alors, Weiss 2m18, c'est quand même impressionnant, quoi. Ça fait 2 francs à peu près. Ouais, c'est à peu près ça, hein, il faut... Mais bon, c'est impressionnant, ok. Et Abdul-Wahad, il est passé, donc c'était le match contre la Macédoine. Vraiment, ce match-là, pour moi, il est mémorable pour ça. Et il y a des images d'ailleurs hein, du match, puisqu'il avait été diffusé sur Canal+, et on me voit justement, la caméra suit Abdul-Wahad, qui est le dernier à rentrer dans les vestiaires. Donc la caméra le suit, et on m'aperçoit justement à ce moment-là. Je m'en décroche la mâchoire quand il passe à côté. Vraiment, je suis impressionné. Mais c'est incomparable avec tous les autres. Les autres, ils sont grands, ils sont athlétiques, enfin, c'est quand même des sportifs de haut niveau, quoi. Mhm. Mais Abdul-Wahad, sans être le plus grand, il dégage une impression de puissance. Juste comme ça, quoi. C'est incroyable. Vraiment, c'était, comme tu dis, Yann, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à nous, quoi. C'était incomparable avec tout ce que j'avais vu, tous les autres joueurs qui étaient passés avant, par rapport à cette qualité athlétique et la puissance qui s'en dégageait, l'impression de puissance qui s'en dégageait. Attends de me voir en vrai, t'auras même feeling. J'attends d'être impressionné là aussi. Passons à un autre ours physique, montagne de muscles. Adrien, c'est quoi ton meilleur souvenir de basket ou un de tes meilleurs? Écoute, là je vais évoquer un souvenir qui est proche de nous parce que c'est en 2019 à la FIBA World Cup, à la Coupe du Monde FIBA, et c'est la victoire de l'équipe de France face au Team USA. Allez, on a le même, j'étais sûr qu'on allait avoir le même. Et oui. Et alors certains ont été dire que au début que c'était pas la meilleure équipe américaine. Bon, il y a eu pas mal de forfaits, c'est vrai, mais au final, quand tu regardes bien, dans cette équipe américaine, tu avais au moins 4 joueurs des Celtics qui cette année étaient en finale de conférence avec Jason Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker et Marcus Smart. Il y avait Donovan Mitchell qui a un talent individuel énorme. Et pendant le match, on a galéré pour les battre quand même. Hein. Donc moi, j'ai vu ce match-là avec mon frère à la télé. Et quand on arrive à les taper,
on est heureux, quoi, parce qu'on se dit, certes, tout le monde dit, ouais, c'est pas une team USA et que les méga stars qu'on aurait envie de voir. Et comme j'ai dit, pourtant, quand tu regardes bien, t'as 4 mecs qui ont été en finale de conférence, là, et après, à côté, t'as pas n'importe quel joueur. Harrison Barnes, qui est un joueur que je kiffe, euh, c'est un monstre physique, le gars, quoi. Je veux dire, et en plus, il est hyper athlétique. Donc, voir qu'on a pu faire cet exploit-là, et malheureusement, derrière, là, c'est vrai que ça serait pas trop beau souvenir. On perd contre l'Argentine, Mm. c'est dommage, mais je retiens aussi, moi, le match contre l'Australie. Voilà, ça aussi, je l'ai vu. J'étais chez mon frère aussi. Et le match contre l'Australie, bah, au début, c'est mal embarqué. À la mi-temps, au début, je me dis, ça craint. Et au final, on arrive à redresser la barre et puis on va la chercher, cette médaille de bronze. Donc, c'est un bon souvenir et on s'inscrit dans la continuité, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Ah ouais, j'imagine. Moi, je dirais même excellent. Je vous dirai dans quelles conditions je l'ai vu et je vous partagerai un peu mon souvenir par rapport à ça. Mais je sais pas votre feeling, les gars, mais moi, quand on m'a dit que c'était une équipe D, voir certains sur Twitter, on connaît leur sens de la justesse, me dire c'est une équipe Z, je suis pas vraiment d'accord. Je trouvais que c'était déjà coachée par Popovic, mais surtout que c'était une équipe très FIBA, on va dire, elle fitait au niveau FIBA. Parce FIBA que compatible. FIBA compatible, merci. Tu Ouais. trouves aussi, Yann? FIBA compatible, je suis gêné par l'appellation dans le sens où ils n'ont pas eu de préparation en fait. Moi, c'est ça aussi qui me. Les joueurs, clairement, c'était pas les meilleurs joueurs, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. On peut prendre les 12 meilleurs, euh, ils n'étaient pas là. Euh, mais en plus, c'est des joueurs à qui on a imposé, entre guillemets, hein, ils ont choisi d'aller jouer, mais imposé d'aller disputer la Coupe du Monde sans s'être réellement préparés. J'entends par là une préparation comme le font les autres sélections nationales qui, elles, jouent entre elles en plus depuis plusieurs étés. Si on prend l'exemple de la France, qui a la même équipe, enfin, qui a certains joueurs qui sont dans le giron fédéral équipe de France depuis plusieurs années, qui ont passé plusieurs étés ensemble. C'est là où le terme FIBA compatible me dérange dans le sens où c'est des nouveaux joueurs qui se découvrent entre eux, qui se réunissent ensemble pour la première fois et qui, pour certains, découvrent le basket FIBA. C'est pas surtout faux, que, mais. Ouais, excuse-moi de te couper, Romain. Tu oui, voulais non, dire? mais c'est d'autant que dans mes souvenirs, cette équipe, elle s'est construite un peu au dernier moment. Il y avait eu pas mal de gars qui voulaient pas venir, ou alors de blessures, de mecs qui étaient en fin de contrat, etc., etc. Et en fait, effectivement, on était parti avec une possibilité d'avoir plein de monde. Et au fur et à mesure, eh ben, le Greg Popovich et son staff ont dû aller chercher le remplaçant, du remplaçant, du remplaçant, etc. Et après, je vous rejoins, l'équipe, elle a rien d'une équipe Z, hein, quand on voit la masse de talent. Je pense plus qu'on est sur une génération nouvelle, comme ça vient d'être dit, et ils se découvrent, c'est un nouveau coach, etc., plus qu'une équipe envoyée en dépit du bon sens. Donc voilà, mais de mémoire, oui, cette équipe avait eu du mal à se construire déjà. Après, par contre, approuver, j'allais dire, le terme FIBA compatible, ils avaient ça de différent de certaines sélections américaines des années précédentes, qu'ils savaient, notamment le staff, qu'ils pouvaient perdre. Donc ils avaient ça, ils avaient conscience de ça, et la préparation avec une défaite face à l'Australie en Australie leur avait prouvé. Donc c'est aussi une équipe américaine qui est arrivée à la Coupe du Monde en se sachant pas invincible. Ce qui veut bien dire qu'ils avaient compris de leurs échecs précédents. Donc là-dessus, oui, par contre, ils étaient FIBA compatibles parce qu'ils savaient qu'il fallait respecter les autres sélections. Et c'est ce que Greg Popovich a pas arrêté de répéter après chaque match, victoire ou défaite, de dire qu'en face, il y avait eu une belle équipe et c'était pas que de la communication. Mais c'est vrai que les derniers forfaits, je dis, ils les ont pas aidés, hein. Quand Marvin Bagley, De'Aaron Fox et Kyle Lowry déclarent forfait sans vraiment une vraie raison, quoi. Ils étaient pas blessés, les mecs, ils ont dit, ouais, finalement, on n'a pas envie d'y aller. Ça, déjà, ça fait mal, tu vois, parce que tu perds encore du talent. Et puis, il y a la blessure de Kyle Kuzma qui les a pas aidés, quoi. Euh, mais je dirais que FIBA compatible, tu vois, c'est quand je vois les Celtics jouer, moi, bah, c'est une de mes équipes préférées, voilà, j'avoue. Euh,
Pour moi, Je ok, plaide t'as du... coupable. C'est ton droit, hein. Non, mais difficile de pas aimer un club historique comme ça, mais je veux dire, quand tu vois Tatum, Jaylen Brown ou Marcus Smart, pour moi, quand je vois Boston jouer en NBA, j'ai l'impression de voir quand même une équipe collective jouer, tu vois. Et ça, je dirais que c'est peut-être aussi le coaching de Brad Stevens aussi qui aide. Mais j'ai l'impression que c'est pas des mecs, tu vois, ils tirent la couverture à eux, tu vois. C'est pas comme dans les autres équipes où tu as des mecs, tu as des gros scoreurs, tu as l'impression que tu vois que, tu vois. Boston, tu as l'impression que c'est vraiment le collectif. Et puis c'est l'identité de cette équipe, hein. Mais d'ailleurs, cette équipe des États-Unis, je pense que effectivement, on peut la trouver FIBA compatible, ne serait-ce que par l'entraîneur Popovic qui a l'habitude d'évoluer avec des joueurs européens. Steve Kerr, de son parcours de vie, fait qu'il a connu autre chose que les États-Unis. Et puis tu parles de Boston, Brad Stevens vient du système universitaire, qui est un basket un peu différent et où tout le monde a plus ou moins un rôle, sauf s'il y a vraiment des énormes stars. Donc effectivement, cette équipe peut devenir très dangereuse dans les années à venir. Et le sentiment qu'on a tous de se dire que dans le basket FIBA, ça peut marcher, c'est que voilà, l'encadrement est beaucoup plus orienté vers ça maintenant. C'est pas juste on empile les énormes stars. Et là, ils ont fait une équipe qui, sur le papier, était quand même très intéressante, mais malheureusement qui n'avait pas assez d'expérience. Ouais, clairement. Je me rappelle avoir eu un débat sur est-ce que cette équipe pourrait aller enfin, en finale de conférence ou en finale NBA avec cet effectif-là. Ah bon, après, chacun a son avis dessus. Mais moi, j'en étais un peu convaincu. C'était peut-être aussi pour pas amoindrir la perf de l'équipe de France. Franck, tu l'as vu en direct ce match? Je l'ai vu en direct, ouais. On a regardé avec les collègues, avec les collègues de boulot, on a regardé ça ensemble dans les bureaux. Ouais, on a kiffé parce que c'était quand même prenant quoi, le match. Ça s'est joué vraiment, enfin, c'était très serré quoi. Il a fallu que Ntilikina marque un panier à 3 points qui délivre à un moment donné, qui permet de faire un petit break. L'action de Gobert aussi là qui est assez mémorable. Voilà, on l'a vraiment vécu. Après, moi, je rejoins ce qui a été dit par Romain. C'était une équipe qui était équilibrée au niveau États-Unis, me semble-t-il. Voilà, alors peut-être qu'effectivement le terme FIBA compatible, on peut discuter dessus, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais en tout cas, c'était une équipe qui semblait équilibrée, en tout cas, avec tous les postes pourvus et voire doublés. Et après, le manque d'expérience, effectivement, et de préparation, évidemment, leur a coûté cher, ça c'est sûr. Ouais. Bah écoutez, je vais terminer du coup, je vais clore sur ce souvenir parce que bah, j'avais le même et c'était pour moi, en termes de spectateur de basket, mon plus gros souvenir. Je vais vous planter le contexte parce que c'était un peu spécial. Avec ma copine, on avait décidé de se faire un week-end en semaine et de se dire, bon, bah on va à Saint-Malo. Et j'avais rien compris, et je l'admets, au système de la FIBA World Cup avec, vous savez, c'était cette truc de, on fait des groupes, ensuite on fait une deuxième phase avec des groupes. Donc j'étais totalement perdu. Je sors du train et là je vois qu'on a 10 minutes de retard, le match avait déjà commencé. Donc tu arrives à Saint-Malo, pas une ville de basket, et tu regardes les bars, les restos, aucune télé. Je rentre dans une franchise de fast-food appelée, enfin une franchise verte, hein, on va pas citer le nom, et à l'intérieur je vois qu'il y a une télé. Je demande à la dame si elle a Canal, elle me fait ah bien sûr. Elle le met, c'était grisé, je fais mais non. Donc voilà, ascenseur émotionnel déjà. Et puis, bon, je me dis, c'est pas grave, je vais trouver un streaming. Je galère pendant 10 minutes, je trouve un streaming, je me mets le match, tout ça. Et c'était n'importe quoi, parce que dans ma tête, c'était le plus beau jour de ma vie, parce que j'avais l'intime conviction qu'on allait gagner. Donc déjà, je fais une tête comme ça à ma copine. Les gens autour mangent rapidement, enfin avalent le peu de sandwich qu'il leur restait et partent, parce que je faisais un bouxon monumental. Et je vois un monsieur qui me dit, mais vous galérez sur votre streaming, là, moi j'ai les codes Canal. Il se met à côté de moi et on regarde le match ensemble. Et on a regardé la deuxième mi-temps ensemble. Et j'étais tout le long. Hey, ils vont enfin nous respecter là. On va les tuer. On y est, on y est. Vas-y, Andrew. Mais défonce-le, Kemba. Et j'étais à fond, quoi. Les gens autour de moi avaient honte. Et je vous jure qu'il n'y avait pas le Covid à l'époque. Mais les gestes barrières étaient respectés. Hein. Ils étaient tous à plus de 3 mètres de moi. Et c'était une catastrophe parce que les gens se disaient, mais c'est quoi ce malade? Et moi, avec mon tempérament un peu volcanique, j'étais autour et je leur disais, on va gagner, on va gagner. Et les gens regardaient comme ça, mais ils me parlent de quoi? Certains sont venus me demander de quel ahuri j'étais. Je leur ai dit qu'il y avait une Coupe du Monde de basket, personne n'était au courant, etc. Et quand on a gagné, alors là, sauté de joie,
je planais et c'était vraiment incroyable parce que pour moi, c'était le parachèvement de tout cet engagement pour le basket européen. Je me suis dit, ah, enfin, on arrive à faire quelque chose de grand, de beau. Et après, derrière, j'ai bourbé le torse. Je me suis dit, allez, l'Argentine, on va les croquer. Et le lendemain, dans le train, il y avait un autre monsieur qui, deux sièges plus loin, regardait l'Argentine, enfin le match Argentine-France. Et à un moment de prendre un café, bon, on s'est tapé dans l'épaule. On s'est dit, bon, ben voilà, c'était un beau souvenir, mais c'était mon plus grand souvenir. C'était vraiment incroyable. Surtout en plus dans les conditions de réussir à voir le match à l'arrache, ça me marquera à vie. Messieurs, je pense qu'il est temps de passer aux mauvais souvenirs en essayant d'en dire le moins possible parce qu'on va pas non plus rajouter de la morosité ambiante. Yann, c'est quoi un de tes pires souvenirs de basket? Là, comme ça, je pense au JO 2016. Ah, ouais. JO 2016, l'équipe de France. Il y a plein de raisons. La, la principale, j'allais dire, c'est que c'est une fin ratée pour la génération Parker, fin ratée à tous les sens du terme. Sur le terrain, c'est pas une défaite, c'est une débâcle face à l'Espagne. C'est une leçon qui est prise. Derrière, la génération s'étiole et cette histoire, elle se termine très rapidement. Il n'y a pas d'au revoir, il y a pas de match de gala ensuite. Enfin voilà, c'est la fin de Tony Parker, Boris Dio, Flo Pietrus, Mike Gelabal, et on la laisse filer un peu comme ça, cette génération qui part donc sans médaille olympique. Et puis sur toute la campagne en fait, qui commence, ça commence aussi par une lourde défaite contre l'Australie. Ça part très mal. Il y a un match face aux États-Unis. En soi, jouer les États-Unis aux Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose qui doit être fort dans une carrière. Là, c'est un match qui passe quasiment inaperçu. Pourtant, la France n'est pas si loin, mais c'est un match où on sent pas on sent guère d'émotion. Et c'est ça, je trouve, qu'il a manqué, en fait, c'est que ce tournoi est passé comme s'il n'avait pas été si important que ça. Et je trouve ça dommage. Alors après, ça n'enlève rien à tout ce qui a été fait avant et qui reste fabuleux. Mais cette génération-là, elle aura vécu des Jeux Olympiques et 2012, elle passe pas très loin, mais l'Espagne finit quand même par la dominer. Et 2016, c'est un raté complet. Il y a aussi la non-sélection d'Evan Fournier qui fait tâche malgré tout. Et on sait que les différents protagonistes, si c'était à refaire, feraient sans doute la chose différemment. Donc voilà, il y a plein de ratés pour moi dans cette campagne, et donc c'est pour ça que je considère que c'est forcément un mauvais souvenir pour le basket français, même si peut-être c'est ça qui a permis ensuite de repartir sur des bases un peu plus saines, certes pas tout de suite, mais au moins de se dire, voilà, cette génération a pris fin, maintenant il faut qu'on reconstruise autre chose. Je peux comprendre. Je pense que ça a été grandement partagé. Moi, j'en garde vraiment le souvenir de la non-sélection d'Evan Fournier. J'ai pas compris. Mais le match face à l'Espagne, je peux pas trop donner mon avis parce que c'était un peu choisir entre son père et sa mère. Mais le match, et je me souviens pas d'un beau match, quoi. J'étais vraiment déçu qu'on parte comme ça, quoi. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Il y a pas d'autre mot. Je sais pas si vous gardez un souvenir de ces JO, mais moi, le tournoi, c'est pas l'équipe de France qui a retenu mon attention, malheureusement. Et j'allais dire, je m'en veux. Mais c'est vraiment ça. C'est le truc de dire bye bye à une génération incroyable, mais de manière insipide, et ça m'a fait très mal au cœur. Ouais. Si, c'est vrai. C'est vrai que c'était dommage quoi, de finir sur une mauvaise note comme ça. Surtout, voilà, c'est par rapport à tout ce qu'on a vécu en suivant l'équipe de France sur toutes ces années-là, c'est l'ascenseur émotionnel tous les ans. Avec chaque compétition, c'est un véritable ascenseur émotionnel entre la joie de 2013 où enfin on arrive à battre les Espagnols pour la première fois, 2014 pareil, on répète l'exploit et puis derrière effectivement ça se termine mal. C'est les montagnes russes quoi, non-stop. Je peux comprendre. Romain, tu voudrais enchaîner sur un autre mauvais souvenir ou celui-là, ça en fait partie? Bah, celui-là, c'est pas un qui m'a vraiment marqué, même si effectivement, pour tout fan de l'équipe de France,
c'était dur à avaler. Moi, c'est un truc complètement différent. Je vais me garder le pire souvenir récent d'un côté. Je reviens un petit peu sur le CSP. C'est au moment du décès de notre ancien président Fred Fortet. J'étais rédacteur pour le site Parlons Basket et j'étais sous le choc et là on m'a laissé un message qui m'a fait très bizarre, c'est il va falloir que tu fasses un article sur son décès. Et ça s'est transformé en une énorme lettre ouverte et c'est peut-être l'article et les lignes les plus difficiles que j'ai eu à sortir Ouais. parce que je les ai fait directement, c'était au moment du réveillon et je les ai écrites dans la nuit parce que l'effet d'annonce nous avait profondément choqués, on voulait pas y croire, on pensait que c'était une réelle blague en fait et, et pas du tout. Et du coup, quand j'ai dû écrire cette lettre ouverte, ça a vraiment été un moment très difficile parce que même si Fred Fortet était aussi adulé que détesté, euh, c'était un personnage mythique chez nous. Enfin, je vais pas faire un dessin, mais c'est l'interception sur Kukoc, c'est le titre de 93, c'est le sauvetage du club, c'est le club qui redevient champion de France, qui retrouve l'Euroleague. Donc c'est tout ça, et c'était incarné par ce personnage du basket. Euh, et du coup, voilà, on m'a dit, il faut que tu écrives quelque chose. C'est toi le limoujo de la bande, il faut que tu écrives quelque chose. C'est dur, hein. Et c'était profondément difficile parce que ce monsieur, je l'ai côtoyé. J'avais eu des débuts de projet avec lui. Et en fait, se dire d'un coup, il n'est pas là, il va falloir lui rendre hommage. Ben, les mots manquent. Et pendant un moment, je ne savais pas quoi écrire, je ne savais pas quoi dire. J'ai pondu ce que j'ai pu faire. Euh, et c'était d'autant plus difficile que quelques jours après, j'ai eu un message de sa dernière compagne par le biais de quelqu'un que je côtoyais à l'époque et qui m'a remercié d'avoir dressé un article qui était à peu près aussi juste que possible, même si je ne le côtoyais pas tous les jours. Et en fait, d'un message gentil, moi, ça m'a fait beaucoup de peine parce que voilà, la détresse des gens à ce moment chez nous et la difficulté d'écrire tout ça. Voilà, c'est un moment très particulier, ça a été très compliqué et pour moi, dans mes souvenirs basket, c'est un des pires parce qu'on n'aime pas, voilà, on n'aime pas ces moments-là, quoi. Ah, je peux comprendre. Ouais, tu m'auras mis des frissons jusqu'au bout, quoi. Si tu veux, moi aussi, j'ai un feeling par rapport à celui-là, parce que, à ce souvenir-là. Parce que, déjà, j'y croyais pas, mais surtout, la semaine avant, j'étais en train de chercher un stage et je lui avais préparé un message sur LinkedIn, ce qu'il m'avait accepté, tu sais, pour proposer mes services au club, de faire un stage dans un club mythique. Et le fait qu'il décède, et enfin, ça m'a scié, quoi. Et j'ai regardé tous les hommages, parce qu'à l'époque, il y avait encore une émission qui parlait de basket français à la télé. Ça m'a fait très mal au cœur parce que tu ressentais tout le monde disait que voilà, c'était quelqu'un d'attachant, qui avait un gros caractère et qui avait réussi à faire remonter le club. Et c'est vrai que je dirais pas que c'est comme le 11 septembre, tout le monde se souvient ce qu'il faisait à ce moment-là, mais moi, ça a été ouais, très, comment dire, ça m'a beaucoup marqué. Je sais pas pour vous, les gars, mais c'est vrai que on a perdu un monument ce jour-là. Oh, ah, C'est clair, ouais. Moi, je garde en tête, j'ai pas connu le basket à cette époque-là, je l'ai connu juste après. Mais son interception face à Kukoc, déjà, ça reste dans toutes les têtes. Et faute puis, ou pas? c'est quand même lui qui a permis au CSP de revenir dans l'autre sphère du basket français, quoi, notamment. Donc, ça s'oublie pas, des choses comme ça. C'était vraiment, c'était quelqu'un, quoi. C'est sûr que c'est toujours étrange quand il y a une personnalité comme ça qui disparaît. En plus, je me souviens, je commençais la soirée du 31 décembre en famille, et puis je regarde Twitter comme ça machinalement, et je vois que Ouais. il y a un message comme quoi une personnalité du basket français est décédée. Mais on savait pas qui c'était à ce moment-là. Et je me souviens avoir actualisé mon fil toutes les 20 secondes à peu près, juste pour savoir de qui il s'agissait, parce que c'était vraiment un moment de sidération, quoi. Et lorsqu'on a appris que c'était Fred Fortet, bon, en plus, voilà,
je suis un des doyens ici, je crois, et forcément, avec Fred Forte, on a quelques années d'écart, mais moins de 10 ans d'écart, on va dire, forcément, ça touche, quoi. On se dit, waouh, on est à l'abri de rien, il est jeune, parce que je suis jeune aussi. Il est jeune au moment où ça se produit, donc forcément, c'est surprenant, ouais, c'est dur, quoi. Ça va plomber la soirée du premier de l'an. Clairement. Clairement. Mais oui, t'es jeune, t'en fais pas. Personne ne dira le contraire ici. Merci. C'est vrai que malgré tout, avoir un Limoges, ça fait qu'on parle beaucoup du CSP. Ouais. Adrien, est-ce que toi, tu as un souvenir encore, un souvenir négatif qui sont encore liés au CSP? Non, ben moi j'ai un souvenir de France-Grèce de l'Eurobasket 2005. Ouf. Alors Ah oui, il fait mal aussi. ça remonte à pas mal d'années. Je l'ai connu ce match-là. Et ça, je peux comprendre que cette défaite-là, elle hante encore les esprits, quoi. Parce que on se disait qu'on tenait ce match. Et c'est ces fameuses années où la Grèce prend un malin plaisir souvent à remonter dans les fins de match, au moment-là, on va dire gréquifier, c'est là où ça. le terme a été inventé, j'ai envie de dire, les équipes adverses. Et on en a fait les frais, quoi. On s'est dit qu'on allait remporter, qu'on allait gagner ce match. On était à quoi on était tout près d'aller jouer une finale européenne au moment-là, sachant que dans ces années-là, dans cette décennie-là, on a eu des moments chaotiques dans le basket français. Et au final, Rigaudot sur la ligne des lancers, alors que la Grèce s'accroche, il rate les lancers. Et puis il y a Diamantidis qui nous assassine, quoi. Et ça, c'est vraiment un des pires souvenirs du basket français. Je peux comprendre que Fred Weiss, j'en avais parlé avec lui dans le podcast que j'avais présenté en l'interviewant. Je peux comprendre que ça soit un de ses pires souvenirs parce que on est vraiment passé à 2 doigts d'une finale européenne et perdre dans ces conditions. Alors après, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a quand même été chercher le bronze. Et ça, c'est important. Et en plus, c'était face à l'Espagne où là, on les avait écrasés par contre. Donc voilà. J'imagine. Le terme gréquifié, vous l'utilisez beaucoup à Basket Le Mag, Yann? Ouais, c'était surtout dans ces années-là, en fait. Et puis avec aussi Olympiakos 2012 face au CSK. Là, on a quand même moins eu l'occasion de l'utiliser parce que sur ces dernières années, la Grèce, notamment en compétition internationale, à chaque fois, s'est arrêtée avant le top 4. Mais oui, sinon, j'étais quasiment persuadé que ce souvenir ressortirait forcément parce que quand on est amateur de basket et qu'on est français, 2005, pour ceux qui l'ont connu, je pensais forcément ça marque par le scénario et puis par la déception que ça crée à l'époque où on se dit enfin cette équipe de France-là va faire quelque chose. Après, pour voir l'aspect positif, c'est Florent Pietrus qui disait ça récemment, si on a ensuite 2011-2013, c'est parce qu'il y a eu 2005. On réécrit pas l'histoire, mais peut-être que Tony Parker, Boris Dio et les autres, parce qu'il y a évidemment d'autres joueurs NBA, s'ils se sont obstinés, entre guillemets, à venir chaque été en équipe de France, c'est évidemment parce qu'ils aimaient ça, parce qu'ils aimaient se retrouver, parce qu'ils ont toujours voulu défendre le basket français, mais c'est aussi parce qu'ils étaient lancés dans cette conquête de l'or qu'ils avaient effleuré en 2005. Et c'est ça aussi qui a fait l'histoire de l'équipe de France, sa fidélité, sa longévité, son épopée. C'est parce que tout ça vient de 2005, entre guillemets. Après, oui, j'imagine bien que les joueurs de l'époque, si on leur dit est-ce qu'on peut refaire le match ces 47 dernières secondes, bien sûr, ils le referont et 9 fois sur 10, ils gagneront. Pour autant, je pense qu'on peut trouver un peu de positif quand même dans ce crève-cœur absolu. Clairement, c'est gagner face à l'adversité et se dire à toutes ces années de galère, au final tu gagnes. Ça a plus de saveur que gagner chaque année ou gagner une fois au hasard. Ouais, franchement, c'est vrai qu'on peut ressortir du positif de ce souvenir négatif. Franck, toi, c'est aussi ce souvenir-là que tu gardes ou tu en as un autre qui est encore pire? En fait, je vais dire que c'est pire parce que ça englobe celui-ci. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais des montagnes russes avec l'équipe de France, où on est monté très haut en 2013, puis la descente un peu sur 2016, puis ça remonte en 2019. Mais avant ça, il y a cette décennie 2000 que j'ai vécue, pour le coup, où je suivais vraiment l'équipe de France. Donc le match de 2005, j'étais devant ma télé
Je crois que j'ai dû très mal le vivre, certainement. Effectivement, il y a les lancers francs en 2007 à Madrid où Tony Parker rate ses lancers francs avec, on se rappelle Georges Didier aux commentaires qui s'énerve, quoi. Même le commentateur s'énerve derrière son micro parce que ça marche pas. Et 2003, on se dit, voilà, cette nouvelle génération qui est prometteuse, où Tony Parker prend un peu les rênes. Il y a quand même des joueurs, on revient sur Abdelouad, dont on parlait tout à l'heure, qui se rachète une conduite sur ce tournoi-là, et puis Moïso qui a un énorme potentiel. Alors justement, Yann, t'en parlais encore de Moïso sur les derniers baskets Le Mag, et l'Euro 2005, justement, t'en parlais juste avant, le mois précédent d'ailleurs. C'est vraiment des choses qui ont été très marquantes. Moïso, voilà, qui avait un potentiel extraordinaire et qui finalement n'a pas répondu autant aux attentes. Moi, je me souviens du match contre la Russie en 2003, si je ne dis pas de bêtises, où voilà, il était hyper dominateur, et puis derrière, plus rien. Et ce match de 2003 qu'on perd face à la Lituanie et qui nous empêche de participer au JO 2004, puisque la victoire était impérative pour y aller, je me souviens l'avoir vécu derrière mon ordinateur. J'avais pas les chaînes, je sais pas si le match était diffusé ou pas à la télé, je me souviens plus, ou en tout cas j'avais pas les chaînes qui me permettaient de diffuser. J'avais regardé derrière mon ordinateur, et juste pour mémoire, en 2003, on était bien loin de ce qu'on a aujourd'hui, en termes de... Et j'avais le résultat sur une page, alors je sais plus laquelle c'était, j'avais juste le résultat brut du match, et j'actualisais la page, tous les quarts d'heure, le score évoluait. Donc en fait, j'ai su le score final peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure après la fin du match, parce que l'actualisation était très très longue, et pas point par point ou seconde par seconde. C'était le télétexte ton truc ou quoi? Non, mais c'était quasiment ça. Enfin, remets-toi en 2003, hein, ça remonte il y a longtemps. On n'était pas. Non, c'était sur Internet, mais le score, alors, peut-être que j'exagère un peu sur la demi-heure ou 3/4 d'heure, je pense que ça doit être bien moins que ça, mais je n'avais pas le score en direct. C'était hyper frustrant. Et quand on sait que ça se joue en plus à rien du tout, je peux vous dire, j'étais fou, quoi. Et donc, c'est toute cette période-là où ça a été, je me suis dit, mais faut être maso, quoi, pour suivre l'équipe de France à ce moment-là, sur toutes ces années 2000. Parce que on allait de désillusion en désillusion. Et tout le temps, on disait, allez, ce coup-ci, ça va le faire, ça va aller. Et bim, on replongeait. La descente était terrible. Donc vraiment, des années de masochisme, quoi. C'est vraiment, vraiment ça que je retiens. Voilà, j'avais noté la même chose. Toutes ces années de 2003 à 2009, sachant qu'en 2000, il y a la médaille d'argent à Sydney. En 2005, même si on perd face à la Grèce en demi, il y a une médaille de bronze quand même. Il y a l'éclaircie, mais c'est une période où on connaît 3 ou 4 coachs déjà. Alain Weiss, en 2003, je crois que c'était lui. Oui. Ensuite, il y a Claude Bergeau. Et ensuite, on va même aller jusqu'à, en 2009, devoir jouer des qualifs pour un Eurobasket où on va jouer des repêchages. Donc, c'est-à-dire on n'est même pas sûr de se qualifier. Donc, c'était vraiment une période particulière. On ne se qualifiait pas au JO. Enfin, c'était terrible. Et puis moi, j'ai un souvenir de 2006 où j'avais été voir... alors là, je dirais c'est plutôt un bon souvenir, même si... en fait, j'avais été voir un match de l'équipe de France au tournoi de Strasbourg. Et avec mon frère, à l'époque, on avait été voir France-Chine. Et en fait, au moment-là, on était à fond dedans. On se disait qu'on allait aller au championnat du monde au Japon avec Parker. Il y avait peut-être moyen qu'on fasse quelque chose. Et au final, Parker se blesse pendant les autres matchs de prépa. Je crois que c'était face au Brésil. Il se blesse à la phalange d'un doigt. Donc déjà là, blessure conne, et on sait qu'on ne l'aura pas au final. Et ensuite, au championnat du monde, on perd contre le Liban. Donc ça, déjà... c'est un peu la loose, quoi. On parvient quand même à se qualifier en phase finale, mais au final, on termine 5e, je crois. Donc, c'était des années compliquées, quoi. On se disait qu'on avait probablement le potentiel, mais on n'y arrivait pas, quoi. On sortait frustré de cette période. Et au final, j'avais dire 2005, c'est vrai que là où il y a eu une petite éclaircie, c'était probablement annonciateur de ce qui va se passer par la suite. Mais je veux dire, quand tu sais qu'en 2009, on a dû se qualifier à un Eurobasket et qu'en 2011, on arrive à gagner l'argent à l'Eurobasket et ensuite 2013, on est champion d'Europe, tu te dis qu'on revient de loin. Parce que là, je veux dire, les années qu'on connaît maintenant, quand je vois qu'on a ramené 2 médailles de bronze des championnats du monde, alors ok, les JO,
même là, ça a été compliqué, mais 2 médailles de bronze en championnat du monde, tu m'aurais dit ça il y a 10-15 ans, j'y aurais pas cru. Donc, faut quand même avoir conscience qu'on a galéré pour en arriver là où on est aujourd'hui. Il y a eu des années sombres, effectivement. Moi, mon souvenir, enfin le pire souvenir, je vais vous emmener un peu sur les playgrounds autour de chez moi. Et ça résume un peu ma rencontre avec Matt, qui fait partie du podcast aussi. Euh, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'article de Basket Le Mag, dont je m'étais servi pour préparer l'émission avec Adrien et Angelo Tsagarakis sur le basket grec. Donc, basket grec, toujours autant de passion. Et je vais sur le playground, genre, je crois que c'était le jour même, après l'interview, enfin le débat qu'on a vu avec Adrien et Angelo. Et je ramène le maillot de la Grèce, que mon petit frère m'avait ramené de Grèce, trop content, le maillot de Giannis. Et je dis tout simplement à un des gars qui était avec moi sur le playground, qui s'appelle Yann, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais il se reconnaîtra parce que je sais qu'il écoute l'émission. Et il me dit, ah, trop bien le maillot de Giannis. Et moi, je fais, mais moi, je voulais Spanoulis, mais mon frère, il l'a pas trouvé. Genre, il abuse et tout. Et mon copain Yann me fait, toi, t'aimes vraiment que des joueurs de merde. Voilà, je vous laisse savourer la phrase quelques secondes. Et là, je pète un câble, quoi. Je lui dis, écoute, c'est simple, on va commencer un match. Là. Mets-toi sur le côté, sur le banc des remplaçants. Je vais te passer l'article. Je vais te montrer une vidéo de Spanoulis. Et je lui ai montré, on va dire, les JO en Grèce, où Spanoulis, c'est juste énorme. Ensuite, je lui ai mis une compile de ses highlights. Et c'est à ce moment-là que Matt, à côté, se retourne et lui fait, mais tu es sérieux, mon garçon? Et c'est là que j'ai compris que ouais, sur les playgrounds de Metz et même la métropole de Metz, j'étais pas le seul à aimer le basket européen et notamment grec. Et donc du coup, on a réussi à convertir un des gars à notre passion du basket européen. Et après 2-3 vidéos, il me dit ah ouais, j'avoue quand même, il est chaud. Et ça m'a flingué de me dire que quelqu'un disait que Spanoulis était un joueur de merde. Puis je trouvais que c'était important parce qu'il y avait le fait, cette histoire, elle est un peu reliée à, on va dire, la qualité que Basket Le Mag fait en termes d'articles, l'histoire avec les playgrounds, mais aussi les podcasts. Et ça m'a marqué. Et à chaque fois que je le vois, je le rappelle que Spanoulis, c'est pas un joueur de merde. Est-ce qu'on passerait pas à un autre souvenir parce que le temps tourne, on va chacun sortir un dernier souvenir négatif et ce sera peut-être le temps de se laisser les copains. Yann, est-ce que tu auras un dernier souvenir négatif de basket à nous partager? Là, j'en ai pas un qui vient en tête, donc je vous laisse commencer, je pourrais rebondir après. Pas de souci. Romain, je suis sûr que t'en as un et j'espère qu'il sera pas trop douloureux encore, enfin, parce que le premier était déjà douloureux. Trop tard, raté. C'est un souvenir qui est douloureux. Alors après, à notre échelle, ça parlera peut-être moins à ceux qui suivent pas le basket féminin. Mais du coup, depuis 2 ans, j'ai la chance de suivre une équipe de National 1 féminine du côté de Fétia, à côté de Limoges. Et la saison dernière, donc celle qui a été arrêtée par le Covid, je pense que ça va être un des pires souvenirs qui puissent m'arriver dans le basket. Je parle même pas des joueuses qui l'oublieront probablement jamais. Mais cette équipe, du coup, était invaincue jusqu'à l'arrêt du championnat. Elles étaient à 18 victoires, 0 défaite en championnat. Elles avaient gagné leur tour de Coupe de France. Du coup, elles devaient participer au dernier plateau avant d'aller à Bercy pour une potentielle finale. L'équipe était vraiment invaincue, invincible. Je les suivais au quotidien parce que du coup, en plus de faire de la com autour d'elles, je préparais le scouting vidéo des équipes adverses. Donc clairement, j'étais investi à fond dans ce projet. Et en fait, l'annonce de la Fédé de stopper la saison, de ne pas leur donner la montée et de faire comme si rien ne s'était passé, ça a été un terrible traumatisme pour nous. J'ai vu les filles très tristes. Il y en a qui ne sont plus là aujourd'hui dans l'équipe, qui sont partis sur d'autres projets, et que ce soit sportif ou de vie. Et en fait, on a un énorme sentiment d'inachevé, un goût d'injustice. Et c'est très dur à accepter parce qu'on sait qu'on ne revivra plus une année aussi folle. Et du coup, voilà, j'ai une énorme pensée pour elle parce que je sais que c'est encore
gravée dans leur mémoire. Et du coup, voilà, je pense beaucoup à elle et c'est un triste souvenir. Le message est passé. Fichu virus, il nous aura coûté à beaucoup des montées. Je pense également à Aulnoy en LF2 Ouais. qui avait fait un sacré chantier. Et par contre, ça fait des heureux. Ceux qui ne sont pas descendus. Suivez mon regard, le Portel notamment. Mais c'est vrai que ça a été une fin de saison chaotique, quoi, où il y a eu pas mal d'incertitudes justement sur quel est le meilleur des choix. Et je rejoins Romain un petit peu. Alors pour la petite anecdote, Romain, le match qui aurait dû se disputer au moment du confinement, c'était Colomiers-Fétia en National 1. Et Colomiers était dans l'attente, était juste le dauphin de Fétia à ce moment-là et attendait. Ça devait être une belle fête de basket qui finalement n'a pas eu lieu. Moi, je suis très proche du club de Colomiers justement. Et voilà, donc c'était malheureusement un arrêt qui a été frustrant aussi. Alors là, à la différence de Fétia qui effectivement faisait une saison sans faute, je reviens sur le club de Colomiers qui était juste derrière. Mais on s'attendait peut-être à créer un petit exploit à domicile et puis pour valider une saison réussie en tout point aussi du côté de la Haute-Garonne. Il y a quand même du basket chez vous, ça nous rassure. Oui, un petit peu quand même, un petit peu. Beaucoup de basket féminin justement. Ah oui, on a un gros. Je crois que c'est la Fédé de basket. Je crois que c'est le premier sport féminin en France. J'ai un doute là-dessus. Je crois bien. Si, sport féminin. Ouais, tout à fait. Et non, on a un basket féminin qui est plutôt développé dans la région, alors ex-Midi-Pyrénées, puisque là on parle d'Occitanie maintenant, mais sur le côté pyrénéen, on va dire, il y a énormément de clubs qui ont été ou qui sont encore sur du haut niveau, alors que le basket masculin a du mal à s'implanter. Trop de rugby, trop de foot. Oui, parce que c'est ça. Le rugby est devant, en termes de licenciés, devant le basket. C'est, je crois, la seule région de France où ça arrive. On peut comprendre. C'est aussi un de tes pires souvenirs cette saison-là, Franck, ou pas? Un des pires, oui. Alors, c'est très frustrant. C'est une saison. Alors, l'an dernier, je coachais pas, donc j'étais moins impacté par rapport aux années où j'aurais pu coacher et là où je pense que j'aurais peut-être pas forcément bien vécu. À moins d'être dans une position de relégable. Quel cas, j'aurais révisé mon jugement, évidemment. Mais non, c'est très frustrant parce que tout s'arrête. En plus, les fins d'année. Alors, moi, je suis plutôt impliqué et j'ai mes enfants qui jouent et la fin d'année c'est aussi le moment où on fait les grandes fêtes de basket, les grands tournois comme le grand rassemblement mini basket qui rassemble des milliers d'enfants sur un site, voilà exactement. Mais tout ça on n'a pas pu le faire et il y avait vraiment ce sentiment de frustration et d'être obligé d'être enfermé à la maison en plus à cause du confinement. Non, ça a été vraiment frustrant, mais en tant que passionné au sens large du terme. C'est-à-dire que là, je parle plus de l'aspect accompagner les enfants sur les terrains, voilà, partager ces moments-là, ça m'a énormément frustré. Au-delà de l'aspect sportif de la chose. On peut comprendre. Adrien, est-ce que cette saison-là, alors le SLUC était en position, pourquoi pas de monter, mais c'est ton pire souvenir, c'est pas celui-là quand même. Écoute, autre pire souvenir que j'ai noté, encore l'équipe de France. Décidément. C'est la spéciale équipe de France aujourd'hui pour moi, tu vois. Il en faut bien. J'ai noté. Bon, là où c'est un bon souvenir, c'est qu'on ramène une médaille de bronze, mais j'ai noté la défaite face à la Serbie à la Coupe du Monde en 2014. Ce match, il est complètement ouf. Moi, j'ai pu le voir parce qu'au moment-là, bon, j'avais pas Canal, mais France 2 avait diffusé la demi en clair. Et au moment-là, Parker décide de ne pas jouer le championnat du monde pour se concentrer sur les JO qui viendront après, à Rio. Et en fait, voilà, on a notamment Thomas Hurtel et Geoffrey Lauvergne qui sont fraîchement arrivés en équipe de France. Et là, on passe à 2 doigts d'une finale de championnat du monde. On joue face à la Serbie et ça va être un match dingue. Je pense que vous pouvez le retrouver sur Internet, il me semble qu'il doit y être. Mais on a Bogdanovic en face qui nous met des shoots de sang-froid, mais loin derrière la ligne à 3 points. Enfin, c'est un match à rebondissement et au final, on est passé pas loin de pouvoir accéder à une finale de
de Coupe du Monde, quoi. Et c'est dommage. Alors après, heureusement, on parvient à gagner le match pour la médaille de bronze face à la Lituanie. Mais je regrette juste que le match n'ait pas été diffusé en clair sur une grande chaîne, quoi, parce que tout le monde s'est dit c'est la médaille de bronze, c'est pas important, alors qu'en fait non, en basket, une médaille de bronze, ça compte. Donc voilà, donc à la fois mauvais souvenir et bon souvenir parce que on ramène une breloque derrière, quoi. Et sur le match France-Serbie, il y a quelque chose de dingue aussi, c'est le duel à distance Nicolas Batum, Milos Teodosic. En plein Ouais, match, on les voit se parler, il y a du trash talk qui se fait. L'un marque à 3 points, l'autre lui répond derrière. Ça, j'avais trouvé ça extrêmement fort. On sentait qu'il y avait un duel dans le duel, au cœur d'une demi-finale mondiale, ce qui est quand même assez exceptionnel. ouais, et puis moi ce que je retiens, je me souviens des deux côtés, les bancs qui se lèvent, quoi. Les mecs ils sont là, ils soutiennent leurs coéquipiers, ils savent qu'ils jouent une demi-finale pas comme les autres, quoi. Effectivement. Corentin, tu l'avais vu cette demi? Ouais, ouais, je me souviens, j'étais avec mon papa sur le canapé et je regarde les matchs marquants, je regarde souvent avec mon père et c'est pas facile. Je ferai le lien après avec mon pire souvenir de basket. Mais ouais, c'est pas facile parce que il y a ça. Il y a cet échange et cette tension. Et je suis pas bien, quoi, parce que je commence à vivre mes premières années à fond dans le basket FIBA, et je sais que je peux pas regarder tous les matchs. Celui-là, on le regardait, je sais même pas comment on avait pu le regarder, et quel streaming ou quoi on avait regardé, et j'étais super triste. Et je me souviens que cette nuit-là, pour me calmer, j'ai dû aller regarder des highlights de nos joueurs français pour me dire, voilà, c'était les boules quand même, vraiment. J'en garde un très mauvais souvenir, et c'est vrai que je l'avais même pas dans mon top 3. Je vais pas te remercier de on va dire, remis en tête. Ça m'a fait Ouais. très très mal. Ben après, voilà, j'étais pas étonné. La Serbie, tu joues des équipes comme ça, tu sais que ça va être chaud, hein. Mais ouais, ouais, c'est vrai que on est passé pas loin, hein, mais bon. J'imagine bien. J'imagine bien que ce que ça a dû être dans ta tête et dans la tête de tous ceux qui ont vu le match. Euh, je vais passer, à moins que quelqu'un ait un autre pire souvenir, je vais passer au mien. Euh, Ça fait une petite continuité. Je parlais de mon papa, notamment dans l'article de Basket Le Mag, on avait échangé avec Yann là-dessus. Mon père est ultra du Real, ça faut le savoir. C'est que le starter pack de mon papa, c'est le jogging du Real en rentrant avec le t-shirt. Voilà. Les Real ou Espagne, ça change de temps en temps. Et mon père est fan de foot et pas de basket. Et moi, j'ai eu la bonne idée de supporter à chaque fois le Barça juste pour l'embêter et d'aimer le basket et pas le foot. Donc ça le courrouce un peu. Et je sais pas si vous vous souvenez d'une finale d'Euroleague, celle de 2014, Maccabi Real. Je sais qu'il y a Ouais, quelques personnes ici qui aiment bien le Real. Et tu t'en souviens, Adri? Tyrese Rice. Ouais, Tyrese Rice, Tremel Darden, qui avait joué à Nancy. Ouais. Alors pour faire simple, le Maccabi gagne contre le Real et c'est parti totalement en cacahuète à la maison. Ça avait commencé tout gentiment, on avait préparé ce qu'il fallait pour un bon petit apéro père-fils devant un match, des petits cacahuètes, des olives et tout y est passé. Mon père est devenu fou alors qu'il connaissait rien au basket européen et il est parti en cacahuète parce qu'il comprenait pas pourquoi Scorsianitis notamment nous faisait mal alors qu'il a pas pesé beaucoup sur le match. Il jouait pas énormément parce que je me rappelle à cette période-là, je crois que c'était Monclar qui commentait, qui avait dit oui, il peut pas jouer parce que, enfin, très longtemps sur le terrain parce qu'il est tellement gros et lourd que il peut avoir des gros problèmes cardiaques. Il y avait eu ça. Et cette Euroleague-là, elle avait un goût un peu spécial aussi parce que il y avait d'autres équipes. C'était d'autres équipes qui étaient là sur la compète. Ça avait un goût un peu du passé, quoi. Et même quand on regarde les 5 majeurs, Rudy Fernandez, Nicolas Mirotic, Tremel Darden, qu'on avait vu du côté de Nancy, Sergio Llull, Yanis Bourouzis, et de l'autre côté, Rick Hickman, Devin Smith, Gip Nini, alors Yogev Ohayon et Sophoclis Korsianitis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette finale, mais moi je m'en souviens très bien parce que j'ai dû éviter les bols et essayer de contenir mon père parce qu'il était mais en furie, quoi. C'est un match spécial. Et puis
Et puis il y a aussi le contexte de l'époque. Je vais essayer de vous retrouver un peu les équipes qui participaient. Alors, il est où? Euroleague. Hop, 2000. En 2014, cette Euroleague a été spéciale parce que il y avait ces équipes qui participaient, qui m'ont marqué. Kiev, le Boudivnik Kiev, qui vient de remonter en première division ukrainienne, qui avait un super beau maillot d'ailleurs et qui avait disparu. Montepaskisienne, qui est une équipe aujourd'hui disparue malheureusement. Il y avait Stelmet Zielona Góra. Donc, et puis il y avait surtout les deux grands, le Partizan Belgrade romain et l'Étoile Rouge. Et c'était une belle saison pour moi parce qu'il y avait tous ces clubs-là. Il y avait bien sûr la SIG, la JSF Nanterre. Et ça sentait bon le basket Euroleague qu'il y a plus maintenant avec une ligue quasi fermée. Et moi, j'aimais bien ce côté un peu participatif avec des équipes qui venaient d'un peu partout. C'est tout ça, quoi. Ça termine mal parce que le Real perd, mais il y avait ce côté-là. Oui, Adrien? Et je me souviens, c'était, comme tu dis, une des dernières années où il y avait le côté participatif, quoi. Et c'est aussi l'année où Milan a une grosse équipe et ils perdent justement en quart contre le Maccabi Tel Aviv, quoi. Donc, tu vois, c'est. Ouais, c'est l'année avec Gentile, Langford, etc. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais après, j'étais pas surpris non plus de voir le Maccabi les battre, hein. Je trouvais que ils avaient peut-être un peu sous-estimé. Milan avait peut-être un peu trop sous-estimé le Maccabi et finalement, c'est le Maccabi qui a fini champion, quoi. C'est clair. Ça a fait tout drôle. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu cette finale ou vous gardez un petit souvenir de cette équipe du Maccabi? Ouais, je me souviens de l'ambiance aussi, en fait. Il se passait quelque chose pendant la finale. La finale, elle est très serrée. Alors, j'ai plus le score en tête, hein, mais ça se joue à rien. Et puis surtout, il se dégageait une énergie de l'équipe du Maccabi qui était personnifiée par ses joueurs, mais c'était vraiment, on sentait qu'ils étaient comme habités, et c'est la beauté d'une finale sur un match sec, c'est que ce jour-là, ils étaient quelque part un peu habités et ils ont choqué le Real, même si le Real savait que ce ne serait pas gagné d'avance, mais je pense quand même que l'énergie qui avait été déployée par le Maccabi ce jour-là, elle avait été supérieure à celle du Real. Ouais, notamment en prolongation, effectivement. Ouais, le Maccabi, alors le score est serré parce qu'il y a il y a une seule prolongation et à la fin, le Maccabi gagne 98-86 et c'était ça, ouais. T'avais l'impression que les joueurs du Real, ils étaient un peu tétanisés et ça ça a rendu fou mon père. Et pour le coup, je m'en souviendrai toute ma vie. Très belle finale au Mediolanum Forum à Milan. Mais c'est la beauté des finales d'Euroleague quand même. C'est vrai qu'on dit souvent que les playoffs sont l'ADN du basket, etc. On s'est quand même habitué en Euroleague à ce que tout se joue sur un match sec. Il y a eu ce match où il y a prolongation. Il y a quelques années, on a eu Fenerbahçe CSK avec prolongation aussi. Et évidemment, 2012, CSK Olympiakos, le tir de Printezis. C'est ça qui est aussi fort dans le basket européen, c'est qu'on a des images qui nous restent parce que tout s'est joué à chaque fois parfois sur un shoot, en fait. Ouais, c'est clair. J'ai un peu du mal avec ça. Les finales en série, en NBA notamment, tout le monde aime les matchs 7, mais au final, je trouve que ça a beaucoup plus de charme d'avoir un Final Four sur un match, parce que certes, tu t'adaptes sur une série, mais ça a pas le même côté dramatique, quoi. Tu parlais du shoot de Printezis, alors moi j'ai adoré parce que j'aime beaucoup l'Olympiakos, et puis ce hook, c'est tellement symbolique de sa carrière à ce garçon, mais le CSK et les fans du CSK, et ça doit être un tel traumatisme pour eux, c'est ça, c'est se dire l'année prochaine je reviens et il nous arrive plus ça. Et ça arrive quand même souvent dans le basket européen. C'est quand même voilà, la grosse différence. Donc c'est pour ça que mon cœur va quand même au basket européen. Et On a fait... Ouais, Adrien. je viens de voir, il y avait même en saison le Budivelnyk Kiev. Donc pour te dire, Ouais, je l'avais cité tout à l'heure. Ouais. c'est une autre époque. Ouais, quand tu sais qu'ils viennent là à peine juste de revenir en première div ukrainienne, sachant qu'ils ont eu des gros soucis financiers là-bas avec tout ce qui s'est passé. Mais tu vois, c'est dingue, hein. Moi, je m'en souviens encore. Ça manque un peu, mais bon, c'est comme ça. Effectivement. Il y avait encore les équipes Euroleague sur Touquet. Ouais, en plus. Bon, je crois qu'on a fait le tour, les copains. Ça fait quand même une belle émission. Merci beaucoup, Yann, d'être venu. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à vous. Hein,
il n'y a pas tellement de personnes qui mettent en avant autant le basket. Ah, on t'a perdu, Ouais. ça a coupé. Alors, juste le temps que Yann revienne, peut-être, dans les mauvais souvenirs, mais c'est un peu. Moi, un des mauvais souvenirs, quand même, ça a été la disparition de Basket News. Même si, heureusement, Basket, le mag a pris la place. Je ne sais pas si vous étiez comme moi, fervent acheteur, voire collectionneur. Oh oui. Mais voilà, je les ai tous achetés depuis les Basket Hebdo en 97 jusqu'au Basket News après. C'est vrai que ça a été le fait qu'il n'y ait plus d'hebdomadaire basket, ça a été un véritable manque. Donc pour ça, j'en profitais aussi qu'il y ait la présence de Yann pour lui dire, moi je suis un fan de presse, de tout ce qui est ouvrage, livre et donc aussi magazine, et ça a été un crève-cœur la disparition de l'hebdomadaire. Mais je reconnais la qualité qui est faite aujourd'hui sur le Mag Basket que je ne rate sous aucun prétexte chaque mois. Je crois qu'il est de retour. C'est très sympa. C'est vrai, je suis de retour. Petite connexion défaillante, mais j'ai entendu le message. En tout cas, c'est très sympa. Et puis nous, ce qu'on essaye de rappeler, c'est on est simplement héritier, entre guillemets, d'une riche histoire de la presse basket en France. Il faut vraiment chérir ça. Les pays européens nous envient ça. Certes, l'Espagne a Rigantes, qui a aussi une longue tradition. Pour autant, Basket News, par exemple, des journalistes grecs ou italiens savent ce que c'était, savent que ça existait, et beaucoup sont envieux d'avoir une presse comme ça qui a Maxi Basket s'est créé en 82. Donc voilà, ça fait 40 ans d'histoire. Nous, on essaie juste d'essayer de la prolonger, et puis en espérant que ça continue et qu'il y en ait d'autres ensuite. C'est uniquement une histoire à prolonger, à faire perdurer. Ah, il y a certains que tu gardes sous blister. Je me permets de faire une dédicace à Olivier et Mathieu parce qu'on sait aussi qu'ils sont fans. Je sais que Mathieu, c'est le genre de garçon qui, pour vous trouver votre magazine, a fait quand même un jour 5 bureaux de tabac pour essayer de le trouver. Et au final, voilà, il le ramène toujours à l'entraînement avec lui, il l'a dans la voiture. On vous remercie par rapport à ça parce que ça permet aussi d'avoir un autre support. Parce que c'est bien d'écouter de temps en temps des podcasts, etc., de lire des articles, mais avoir quelque chose en main de qualité et on sent que c'est fait avec le cœur, ça fait énormément de bien. Bah c'est encore une fois, c'est très gentil, et vraiment on fait ça aussi on fait ça pour être lu, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup du coup d'être venu, c'était un vrai honneur. Et merci aux 4 autres copains d'être là parce que c'est vrai que maintenant on commence à étoffer notre équipe et on est de plus en plus et ça fait du bien parce que c'est pas toujours facile d'être animé par le basket européen, de partager ça avec d'autres gens. Donc merci d'être là les gars, c'est un gros plaisir de vous avoir. Et puis on se dit à bientôt pour plein de nouveaux formats. On a un spécial Euroleague chaque semaine qui va sortir maintenant. On a le quiz Est versus Ouest qui va sortir également ou qui est déjà sorti. Petit spoiler, voilà, la Lorraine est toujours bien représentée. Moi, je suis tout seul, je peux rien dire aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc merci à tous, merci aux auditeurs et puis passez tous une très belle journée. À bientôt les copains, ciao ciao. Salut. Ciao, merci à tous.